là. On peut lâcher, tu penses? Attends, allez, t'as lâché vite. Pardon. Ok. Ça tient? Ça tient. Comment ça va, mon Simon? Ça va et toi? Tu vas bien? Oui. Ça tient bien, ça tient bien. Ça tient bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'addition. Nouvel épisode. Incroyable. Spoiler, j'ai eu droit à des petits extraits du menu. Vous allez vous régaler. Comment ça va, mon cher Simon, en cette fin de mois de mai de 2024? Royalement bien. Je profite de l'ambiance, du temps. Enfin, tout va bien, quoi. Franchement, en ce moment, c'est délice sur délice. Ce très bel automne. Ce très belle. La saison recommence. Ça, c'est bien, par contre. La saison recommence bientôt. La saison reprend. Ça, je suis content. Là, on arrive toute fin octobre. Tout Enfin, à fait. la NBA va reprendre, mais voilà. Et toi, comment tu vas? Ça va très très bien. Hâte de voir si nos amis du Minnesota vont prolonger la série. Il y a un petit match ce soir. On a plein de choses à vivre prochainement. Il y a même des gens qui ont l'occasion de nous retrouver mardi pour le premier apéro en public. Oui. Pour se voir. On aura l'occasion d'en rediscuter. On a plein de choses à voir. À l'Arlequin. À l'Arlequin, tout à fait, à Paris. On espère que vous aussi, vous allez bien. Soit vous êtes en direct et vous faites partie de l'élite, soit vous êtes en replay et vous faites aussi partie de l'élite, mais en replay. On a un très beau menu à proposer aujourd'hui, Oui. avec des émotions, avec de l'astrologie, avec des gens qui avalent des bougies. Des gens qui avalent des bougies, notamment. C'est peut-être même pas le truc le plus fou qu'ait fait cette personne. Eh non, tout à fait. Plein de choses à vous présenter, à vous proposer. Je vous montre ça tout de suite puisque Simon nous a concocté une merveille. Qu'est-ce qu'on a au menu de l'addition aujourd'hui, Simon? Ouais. Alors, en entrée, on va rester un peu sur de entrée chaude, c'est le cas de le dire. Ouais. Je trouve que les playoffs, là, méritent qu'on se pose 2-3 petites questions. Oui. Notamment que je vais poser à Bastien, qui les connaît pas d'ailleurs. Primauté de Je la n'ai surprise, vraiment. aucune idée de ce Ouais, qui va se passer. j'ai voulu lui dire, est-ce que je peux... Il m'a dit non, me dis pas. Donc ok. Quelques petites questions un peu pour réfléchir ensemble aux playoffs. Mhm. Ensuite, d'ailleurs, aparté là tout de suite, mais je me suis maté l'addition où on a ce dialogue Dallas machin. Ah. Ouais, tu vois, comme quoi. Redis parce qu'il y a des gens il y a certains qui ont ressorti de l'extrait et toi le premier. Vas-y, dis un petit peu, c'est dépassé. En fait, c'était suite à votre vidéo. Oui. L'addition succédait une vidéo que je trouvais très bien, mais qui avait un truc qui, dans ma réflexion, enfin, c'est pas que ça me gênait, mais je disais, voilà, il y avait Bastien et Alex classaient les équipes. En gros, on joue le titre, point d'exclamation, les on joue le tier titre, point list. d'interrogation. Ouais. C'était ça. Et pour moi, j'étais chiant, mais je disais qu'en fait, si tu as des chances d'aller loin, mais aucune de jouer le titre, est-ce que tu joues vraiment le titre par rapport à une équipe comme Dallas, qui pour moi avait plus de chances de sortir tôt, mais qui en avait une d'aller loin, qui est celle qui se réalise un peu sous nos yeux là. Tout à fait. Là où je trouvais, par exemple, et je te force un peu le trait, mais comme quoi, que OKC ou Minnesota, qui Ouais. étaient mieux classés, n'avaient pas forcément cette même chance de jouer le titre, même C'est si elle était sûr. plus fine. Voilà, bref. On aura Dallas, l'occasion de quoi. parler de ça, Les playoffs de tout à Dallas, fait. on va y revenir. Le plat. Le qui est plat. un peu. Oh là 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 là. Ouais. Oh, tellement hâte de parler de ce plat, mon cher Simon. Bah, on va rendre hommage à un des grands monsieur de l'histoire de la NBA, hein, Bill Walton. Ce sera plus que mérité. C'est vraiment une figure incontournable Absolument. du basket américain. Et pour plein de raisons que j'ai hâte de vous faire découvrir, parce qu'il n'y a pas que le basket là dans cette histoire. Ah et non. il y a des liens avec des choses assez improbables que j'ai pu un peu Trouvé. trouver, emprunter, etc. Donc un plat assez... comment dire? Oui, un hommage. Un hommage, ça va être extraordinaire, beaucoup de passion autour de Bill Walton, pour ceux qui n'ont pas l'info évidemment, qui nous a quitté récemment, un grand homme de la NBA, du basket et un grand homme de la vie. On a l'occasion de lui rendre hommage avec un très gros steak, tout à fait, très très hâte. Des playoffs du Bill Walton et en Quoi dessert, un peu de, on va dire, de l'astrologie. on va rester un peu Quoi flou sur le dessert, mais quelque chose... Oui, on va explorer des sentiers un peu originaux et voir quels sont les liens que peuvent tisser peut-être certaines personnes. Et on parlera pas de Raymond Domenech, qui était lui aussi soi-disant adepte d'astrologie, qui aurait même fait certaines sélections, bon là on va pas dire, mais en fonction des astres, en fonction enfin, des astres, signes des gens. Mais il se trouve qu'en NBA, il y a peut-être aussi un peu des liens avec l'astrologie plus ou moins tortueux à explorer. J'aime bien. Et je trouvais que ça faisait un dessert un peu marrant. Bah bien sûr, on aura l'occasion de parler de ça très très hâte, parce que comme vous le savez, à chaque fois qu'on a des additions, on a des grands moments, on a de la découverte, des connaissances partagées, et puis parfois on sort un petit peu du lot, on se demande, ah tiens, peut-il y avoir des liens avec en effet l'astrologie? Moi j'ai hyper hâte, j'espère que vous allez bien aussi, ils sont déjà nombreux et nombreuses sur le chat, il y en a plein qui demandent du coup le turfu, puisqu'on sait que Simon c'est l'oracle et qu'il nous balance plein de choses. Juste je prends la température dans le chat avant qu'on bascule, on en parlait là tous les deux en prenant le café juste avant de tourner. Dallas Minnesota là, ça finit ce soir ou on retourne à Dallas pour un Game 6? On retourne même dans le Minnesota pour un Game 7. Wow. Ah oui. Ah oui, monsieur.
Ça finit en 7. Ça va en 7. Mais attends, t'es en train de nous insinuer qu'il y a le premier comeback de 3-0 lead ? Je n'ai pas dit ça. T'as dit qu'il y en aura 7. Il y en aura 7. C'est déjà... Je vous dévoile qu'il y en aura 7. Il y en aura 7. Ça peut être énorme. C'est un souhait plus qu'une prédiction, évidemment. Oui, parce que j'aime beaucoup cette série et je trouve que, comment dire, c'est presque un peu injuste, c'est pas le bon mot parce qu'il faut finir les matchs, mais surtout à 3-0, je trouvais que c'était sévère. Très sévère. Pour Minnesota sur les timings, alors que la série a atteint un niveau de jeu qui est dantesque. Ça joue incroyablement bien au basket. Très haut niveau. Du coup, je trouve que j'aimerais bien, là je le dis franchement, c'est pas parce que je suis pour Minnesota plus que Dallas, mais pour voir encore plus de matchs de cette série, quoi. Franchement. Tout à fait. Pendant que les fans de Boston, comme mon cher Onlyax évidemment, à qui on fait des cœurs, nous dit qu'ils aillent en 7 et se fatiguent bien tous, ça veut dire que pour Boston, on verra ce que ça va donner. Ils attendent leur adversaire en finale NBA. À ce sujet, il y a quand même, on voit la stat jamais une équipe n'est revenue de 3-0. Oui. Il y a un truc quand même qui me gêne, je vais encore faire mon pin d'ailleurs. Vas-y, mais c'est moi je suis là pour ça. Non, mais en général, quand t'es mené 3-0, a priori, c'est que t'avais pas l'avantage du terrain, t'as perdu les deux premiers à l'extérieur, puis t'as perdu le troisième, donc le premier chez toi. Là, on est dans une configuration où l'équipe qui est menée 3-0, si elle remonte, finirait le 7ème chez elle. Ce qui, normalement, augmenterait ses possibilités, si elle remonte en 7, de finir la 7. Donc, il y a quand même un tout petit... Moi, en gros, si Minnesota gagne ce soir, Dallas a un espèce de match 6 qui est un match 7. Ouais, parce que l'avantage du terrain est inverse, là. Mais demander... Il n'y a pas besoin de remonter il y a si longtemps. L'année dernière, Boston-Miami, finale de conférence, Boston menait 3-0, Jaylen Brown ne nous laissait pas en prendre un seul, rebond offensif de Derek White sur le Game 6 pour forcer un Game 7, c'était complètement dantesque, là on avait rebond offensif de D. White qui nous force ça, et par contre le 7, gros craquage de slip, Haywood Highsmith, Caleb Martin, terminaison des Celtics. Je t'avoue que si je devais vraiment, je vois un peu ça, je vois que ça va en 7, mais Dallas, on verra. Incroyable. Eh bien écoutez, bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Pour rappel donc sur ce menu, on va directement parler de nos amis les playoffs. Parce que c'est quoi que tu voulais aborder mon cher Simon, au-delà de regarder dans les astres dont on parlera juste après. Et oui, car il y a tout qui est préparé. Moi, j'ai 1750 onglets. Tu me dis quand est-ce que je dois en montrer, évidemment. Oui, commençons par ça. C'est une petite intro dans l'intro. Je montre. Ouais, parce que je trouvais qu'il fallait... Et pourtant, je suis le premier à les critiquer. Il y a eu un article sur The Ringer, vous savez que c'est une de mes sources préférées, qui en gros se demande, je vais vous faire ça vite, si Boston a eu un des chemins les plus faciles de l'histoire pour aller en finale. La réponse est oui. On va pas... Même en ajustant... Enfin, en plus, ils ont fait le travail. Tu peux descendre un peu. Ils ajustent avec les blessés, ils ajustent avec les parcours. Et Boston, effectivement, a un chemin... Ah bah c'est sûr, si on regarde... Mais je trouve que... alors ça, c'est ça, ce sont les parcours les plus faciles, avec en gros la moyenne de victoire des équipes que tu élimines. Tiens, les Nuggets. Ouais. Bah alors. Les Nuggets dernier. Et après, je crois qu'il y a un truc avec en plus les blessés. Le fait parce que voilà, là ils ont eu le nombre de blessés qu'il y a eu dans les équipes. Allen plus Mitchell plus Levert, etc. Putain, les Cavs sans les trois là, c'est une équipe à 26 victoires. Et donc du coup là, les Celtics sont sont premiers, ont le chemin le plus facile. Mais on l'a vu sur les autres équipes, que ce soit Milwaukee, que ce soit les Sixers, ne pas se blesser à part Porzingis. Moi, je trouve qu'ils étaient un peu sur la réserve parce que justement, ils voulaient pas ajouter un autre blessé à Porzingis. Non, bien sûr. Ça serait dit c'est la fin des playoffs, quitte à perdre peut-être un match en route, notamment peut-être au deuxième tour contre Cleveland, où ils se disent c'est le moment de pas se rajouter un blessé, tu vois. Bien sûr. Et puis il faut résister à toutes les galères qu'ils peuvent avoir en playoff. Et je trouve surtout que la façon dont ils mènent leur barque, on va dire, c'est du sérieux. Même si le chemin est facile, par contre la façon est celle d'un vrai finaliste, d'un vrai contender, vraiment quoi. Je suis assez impressionné par la qualité de jeu, voilà, tout simplement. La qualité de jeu des Boston Celtics dans les playoffs est convaincante. Je suis assez d'accord, je sais pas ce qu'en pensent les gens. Est-ce que vous êtes quoi là, puisque vous savez que j'aime bien utiliser parfois le petit jeu du mot. Est-ce qu'il y a un terme qui vous revient quand vous voyez les Celtics? Est-ce que c'est trop facile? Est-ce que c'est contextuel? Est-ce que c'est impressionnant? On a posé la question, impressionnant les Celtics ou pas vraiment? On a fait une petite partie dans un apéro récemment avec Alex, parce qu'en effet il y a tout le temps cette histoire de le chemin. Bon, après comme on l'a souvent dit, il n'y a pas un seul champion NBA qui n'a pas eu un moment, petit alignement de planète, un petit truc comme ça qui permet de se faufiler. Force est de constater que Boston est en finale, ils ont été la chercher cette qualité. Ouais. Et puis il y a ça, il y a comme on dira dans le dessert, parfois les astres s'alignent. Mais là, je trouve que en tout cas, je me suis demandé plusieurs fois, est-ce que les Celtics d'avant, entre guillemets de l'an dernier ou d'avant, ils auraient aussi, tu vois, mené leur barre. Il y a une sérénité que j'avais pas forcément l'impression de voir l'an dernier, l'année précédente, etc. Je suis d'accord, tout à fait. Vous savez, et d'ailleurs, Joe Mazzulla l'a bien souligné en sortie de sweep des Pacers. Tu vois sur leur gueule. Mazzulla, il a fait, écoutez les gars,
On profite juste ce soir, par contre c'est tout, terminé. On le sait, il reste du travail. Attention, c'est pas la question de bravo, vous avez battu les Pacers. Ouais. On est en finale NBA, c'est ce qui était attendu. Numéro 1 de l'Est, numéro 1 de la NBA en termes de bilan de saison régulière. C'est maintenant que ça se joue. Ouais, le rendez-vous était pris, le rendez-vous respecté. Mais ils sont sérieux. Franchement, il y a pas eu. Moi, j'ai pas du tout douté. Il y a aucune série où ils sont en danger. Non, pour le moment, non. Et moi, j'avoue être très, 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 très épaté par leur travail à l'extérieur. Ils ont perdu aucun match à l'extérieur sur ces playoffs. À chaque fois qu'ils se déplacent, il y a victoire. 6 matchs, c'est victoire. Tu sais que Alex m'a accompagné là en venant ici et on parlait d'un truc que j'avais pas prévu, mais là tu m'y fais penser. L'avantage du terrain. Ah, il t'a bardé sur l'avantage du terrain. Ouais, c'est son truc là. Ouais, mais j'avoue que c'est marrant parce que moi j'en ai parlé avec lui là récemment. Et c'est moi qui lui ai ajouté la réaction. Je dis, t'as vu, et en plus Boston quand ils perdent, c'est à l'extérieur. Oui. C'est à la maison, pardon. C'est les équipes extérieures qui viennent chez eux alors qu'ils ont un bel avantage du terrain. Faudrait calculer, mais c'est vrai que l'avantage du terrain a l'air d'être moins avantageux, c'est le cas de le dire, qu'avant, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on assiste quand même plus à des upsets par rapport à l'avantage du terrain entre les Lakers l'an dernier, Dallas même là. Dallas, ils ont pas l'avantage du terrain des playoffs, si je dis pas de bêtises, contre les Clippers, ils sont... Oui, c'est 5. Non, oui, tout à fait. Non, il démarre à chaque fois avec... J'ai l'impression que ça se généralise un petit peu plus, je sais pas. Bah, disons que ça dépend aussi de l'adversaire que tu as, c'est-à-dire qu'il y a aussi des équipes qui ont joué à domicile et qui ont eu des vrais soucis, c'est-à-dire que Denver à domicile, Game 7, ils mènent 2-20, normalement c'est quasi impossible qu'ils perdent, ils le perdent, bon voilà. Oui, tu vois, le fameux truc, champion sortant, Game 7 à domicile, tu vois, c'était presque gravé dans le marbre que normalement. Il y a beaucoup de normalement qui sont rompus, donc on va voir en effet sur ces finales NBA. Boston qui affrontera donc soit Dallas soit Minnesota. Alors là tu nous montrais en effet ce côté absence et blessé. Oui, bah là c'était juste pour introduire, mais tu vois, tu fais des passes décisives sans même savoir mes questions, puisque tu disais il y a des comment tes termes c'était, il y a des certitudes qui n'en sont plus, tu viens de dire quelque chose comme ça. Dans mes questions il y a quelle est la conviction que tu avais avant ces playoffs, parce qu'en fait je veux revenir sur le free flow un peu. Voilà, c'est un peu ça sur le free flow, sur le science-fiction, sur le playoff science-fiction. Voilà, ma première question serait quelle est ta conviction qu'il n'en est plus une après ces playoffs? T'avais une conviction avant les playoffs, tu vois, il y a comme les 10 commandements de la NBA ou je sais pas quoi et tout, et il y en a une, bah aujourd'hui tu l'écris sur un bout de papier, tu la prends, hop, boulette, hop, on peut l'acheter. Et le chat aussi, hein, si vous voulez répondre à cette question. Genre Kyrie est un cancer pour une équipe. Oui, toi tu croyais pas ça par exemple, mais toi ça allait. C'est une bonne question. Non, mais c'est une très bonne question. Je regarde pendant que les gens répondent. C'est vrai que Alex avait cette phrase qu'il avait sortie en mars sur laquelle on était assez alignés. C'était difficile de voir Denver se faire prendre 4 matchs sur une série. Moi, ça j'avais. Ça vient sur Denver. Je vais pas vous mentir. On va devoir nous faire. On avait tous Denver en finale. On avait tous Denver en finale. Enfin, on avait beaucoup nous Denver en finale, mais tous les trois on avait Denver en finale. Et nous on avait tous les deux Boston et Alex avait New York. Donc on est encore dans la course pour Boston. Mais non, sur le coup, moi le truc c'est qu'on voyait beaucoup Denver en finale. Moi je vais pas te mentir, on a fait un bracket contest juste avant les playoffs où tout le monde l'a rempli pour le tirage au sort. On s'est regardé avec David, on a fait bon. Ça va être un peu plus facile cette année parce que le nombre de raquettes qui se font soulever par la défaite de Denver, celle-là je l'avais pas. Je pense surtout que là où je suis impressionné, c'est qu'il y avait des équipes qui me semblaient sur le papier plus expérimentées et qui se sont fait avoir. C'est-à-dire que pour moi, Philly, avec du Batum, avec du Embiid, avec certains, se sont fait avoir par une équipe qui extraordinaire, New York, mais n'avait pas des joueurs d'une expérience extraordinaire. Si tu regardes Jalen Brunson plus Josh Hart plus Dante DiVincenzo et compagnie, c'est pas des gars qui sont allés très loin. Oui, il y avait OG Anunoby, mais pas trop. Minnesota, au-delà du fait de gagner à l'extérieur, que Minnesota menait 2-0, se fasse remonter 3-2 et finisse par gagner la série. À l'extérieur, cette série elle nique toutes les convictions, on va dire clairement. Moi là-dessus, j'y étais pas et je dois avouer qu'il y a des équipes avec un peu moins d'expérience. Je ne pensais pas forcément que Indiana allait finir en 7 au Madison Square Garden sans l'expérience nécessaire. Encore une fois, moi j'ai noté, tu vois, c'est que je croyais avant ces playoffs et je commence à y revenir à cette réflexion. Peut-être que les circonstances sont maintenant dans la NBA moderne plus importantes que l'expérience. Oui, ton match-up, ta santé, tout ça. J'ai l'impression qu'avant l'expérience faisait quand même parce que le style de jeu, tout ça et tout. Et là aujourd'hui, Minnesota était fait pour battre Denver malgré le manque d'expérience et tout. Ça a marché. Indiana, premier playoff, soi-disant, les mecs vont en finale de con, tu vois, parce que les circonstances, parce que Milwaukee, mais que la fameuse phrase de Tomjanovic, l'expérience d'un champion, le côté, faut déjà avoir traversé la route pour la traverser plus loin la seconde fois. Et tout. J'ai l'impression que tout ça commence à être un peu assez frité. Ouais, non, tout à fait. Et moi, j'avoue, c'est un truc de transition du premier tour où en fait on s'est regardé, on s'est dit bon bah c'est parti, il faut commencer à tourner la page. C'est les très très grands,
les immenses LeBron, Steph, KD, on a souvent utilisé la phrase j'ai pas envie d'affronter un tel en 7 matchs. C'est plus aussi vrai. Enfin, je veux dire, c'est intéressant certes de voir jusqu'où ils peuvent aller, mais les Warriors, bon bah merci, ça n'a pas marché sur un match de 48 minutes. Les Lakers, on a vu que c'était serré, mais ça n'a pas forcément marché. Et puis alors les Suns, quelle chute, quel fiasco. Je crois qu'on était les 3. Tu avais mis Minnesota qui passait le premier tour. Oui. Toi, tu avais annoncé. Oui, moi j'étais déjà. Toi, t'étais bon là-dessus. Je trouvais que les Suns ça allait pas. Et bah tu vois, moi je me suis vraiment pris un tacle là-dessus, c'est que je pensais que Phoenix allait faire le travail contre Minnesota. Et ils ont explosé. Il y a même pas 4-2 ou 4-3. Et j'avoue que j'avais une petite tentation de mettre Indiana, mais je pensais que c'était plus mon côté. J'aime bien Liberton et les blessures ont encore plus handicapé sur le match 7, notamment les Knicks. Donc j'avais pas vu ça à ce point-là. Tu disais aussi, là où je comprends, je suis d'accord avec toi et je te suis sur Curry, LeBron et tout. Par contre, et c'est mon autre question, ma nouvelle conviction, en tout cas un sentiment qui est encore plus renforcé par ces playoffs. Là, je vais peut-être répondre le premier. Moi, c'est qu'en tout cas, il te faut un des 6-7 meilleurs joueurs pour gagner le titre. Alors moi j'allais quasi ça, mais pas tout à fait la même. Toi, c'est un des 6-7 ? Quelque chose comme ça. Je sais parce que, en fait, à cause de Boston, je sais pas où mettre Tatum, mais top 5. Ok. Et tu vois, Doncic. En fait, même s'il y a des surprises, mais à la fin, peut-être que Curry et LeBron sont plus ces mecs-là, justement. Mais à la fin, tu retrouves Doncic. C'était l'addition d'avant, ce que je disais, parce que tu as Doncic, même si tu en as moins, tu as une vraie chance de gagner, là où c'est encore un peu juste pour Shai, pour Edwards, et ça, je pense que ces playoffs confirment encore un peu ça. Je comprends. Bah, c'est marrant, toi tu dis 6-7, moi c'est plus... si t'as pas deux joueurs vraiment genre top 20 si t'as pas deux joueurs fort niveau, ça sert à rien d'imaginer le mois de juin. Oui, Luka n'a jamais mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Nos deux mais plus que un, j'ai du mal à revoir des LeBron parce que 2007. Luka Kyrie par exemple. Luka Kyrie, qui avant Luka avait Brunson, était allé en finale de conf. Peut-être c'est la petite diff qui fait que... C'est la petite diff qui fait que... Et en fait, je trouve que Jokic a eu son Murray, que Curry a eu ses copains autour de lui. Je crois que ce n'est plus possible d'avoir une LeBron 2007, entre guillemets, c'est-à-dire aller jusqu'en finale de NBA par la force d'un seul homme. Évidemment, il y a un collectif autour, mais avec le niveau de talent qu'il y a aujourd'hui en NBA, je crois que c'est pas possible. Non, c'est intéressant. Réflexion suivante, un peu dans la même chose et conviction. J'ai l'impression que non seulement faire le back-to-back, parce que là, comme tu le disais, on était un paquet à voir Denver comme l'une des équipes, un vrai candidat back-to-back, comme on n'en avait pas comme Toronto, même pas comme, tu vois, dans les derniers champions, il y avait une certitude, s'il y a une équipe qui doit back-to-backer, c'est Denver. Même eux ne le font pas. Et en plus de ça, moi, je pensais par exemple, et je te l'ai dit plusieurs fois, que les Bucks, sous la forme Giannis, regagneront un titre. Pas forcément back-to-back. Je suis de moins en moins sûr. Ah, quand même. Non, c'est chaud, mais... Voilà. Il n'y a pas d'équipe qui double, non seulement d'affilée, mais qui double tout court. Tout le monde, là, depuis la fin du règne des Warriors, c'est un titre par équipe différente. On en est à combien, là ? 7 ans. Tu vois, parce qu'on peut même pas dire... les Warriors, c'est un peu différent, mais les Bucks gagnent qu'une fois, les Raptors gagnent qu'une fois, Denver, pour l'instant, n'a gagné qu'une fois. Bien sûr. Les Lakers n'ont gagné qu'une fois. Les Lakers de LeBron n'ont gagné qu'une fois. Le vainqueur de cette année, pour l'instant, n'est une équipe qui n'aura pas encore gagné. Donc il y a vraiment... C'est dur de répéter non seulement d'affilée, mais même de répéter tout court dans les cycles de 4-5 ans. Je suis d'accord. Et évidemment, le prochain qui va faire ça, on sera dans des discussions extraordinaires vu l'explosion des réseaux sociaux. C'est-à-dire que là, aujourd'hui... Là, si un mec en prend 3 d'affilée... Alors imagine 2 fois 3 d'affilée. C'est combien LeBron ? 9 finales de suite ? 9 finales de suite. 10 finales de suite, je crois, un truc comme ça. Miami. Parce que Cleveland, c'est d'avant. Non, il y a Cleveland, il y a un trou, après il y a Miami, je crois que c'est 9. Ouais, 9, un truc comme ça. C'est 10 finales et 9 d'affilée, je crois. Moi, je sais plus. Non, parce qu'il y a une finale avec les Cleveland. Bon, bref. Moi, c'était un des arguments, sans ressortir le mot interdit à 4 lettres qui commence par G et finit par OAT. En tout cas, je sais pas si quelqu'un va faire 9 finales de suite tout de suite. Je pense pas. Et puis alors, pas. 2 tripeats, ça, je sais pas si on reverra. Un tripit. Déjà, revoyons un tripit. Par contre, je peux te dire une chose, et ça, c'est un argument, moi, je ne le lâcherai pas dans ces débats notamment, c'est que le jour, dans notre société actuelle, avec les réseaux sociaux actuels, où un joueur fait un doublé, voire un triplé, là... on était déjà prêts à mettre tous Jokic très. Il y en a qui ont mis Jokic là au-dessus de Duncan et tout. Il y a eu de tout là en l'espace d'1 an et demi. Mais très bien, j'entends. C'est juste que c'est un niveau beaucoup trop élevé de domination. Pour finir là-dessus, avant une dernière question.
Du coup, ça me fait penser à si Lucas gagne cette année Oui. et qu'il se met candidat à le refaire l'an prochain, Oui. parce que l'équipe de Dallas est jeune Et ça qu'elle est le construite mettrait pour être très vite, très haut, parce que c'est tant de passages en termes de volume de points. Tu sais que c'est le deuxième scoreur de l'histoire des playoffs en moyenne, c'est idiot. Ah oui, Tu sais que ses totaux sont déjà supérieurs à son âge. Bon, après, le problème de Lucas, c'est que il a commencé tellement tôt qu'il n'aura pas la longévité de LeBron. Ça me paraît impossible. Bon, en tout cas, pas au niveau que LeBron a entre 35 et 40 ans. Voilà. C'est pas possible. Il y aura peut-être. Mais tu sais que Lucas a réfléchi parce qu'il est encore assez jeune pour. Il peut faire un free pit. Oui. Bon. Mais sans doute qu'il le fera pas parce qu'on le voit, c'est extrêmement dur, mais ça touche à plein de choses. Il faut alignement des planètes, il faut pas de blessures parce que Denver reviendra souvent sur la cheville de l'un et le mollet de l'autre. Donc non, c'est compliqué, c'est compliqué. Pour finir l'entrée, 2-3 petites questions. On va répondre un peu plus rapidement là, toi comme moi. C'est quoi qui t'a le plus plu là, comme ça, dans les playoffs? À chaud, le chat aussi, ce qui vous a le plus plu. Le basket, je suis pas un fan absolu des Knicks, je couvre 30 franchises toute l'année. Le basketball et la planète basket se portent à merveille lorsque les Knicks sont forts. C'est vrai. Parce que du coup, franchement, quand les Knicks sont forts, c'est une place forte et c'est important et ça remet un peu l'église au milieu du village à l'est. Ouais, c'est vrai. Toi, t'as quoi? Les conférences de presse Towns, Anthony Edwards. Ouais. Ah, ils sont beaux, c'est mon duo comique préféré. C'est ma nouvelle. C'est Laurel et Hardy. En plus, je trouve que Towns, et on le dit pas assez, il a été touché au cœur de sa famille. Et le revoir un petit peu léger. Quand on sait, je crois qu'il y a 9 morts dans sa famille. Ouais, il y a eu 7, entre 6 et 10 morts. Dans sa famille. Juste rien que ça, et puis le charisme d'Anthony Edwards. Tu vois, là encore, quand un des journalistes lui dit oui, vous êtes arrogant, vous avez dit machin, vous allez revenir au match 6, il va dire mais je vais dire quoi? Je dois dire que je vais perdre le match 5? Bah non. Et en fait, c'est tellement bête, mais dans le bon sens, c'est tellement frais. Ouais. J'adore ça. Et quand même, peut-être le côté, le niveau de collectif affiché par beaucoup d'équipes. Le niveau là de jeu. Niveau de jeu, mais surtout de collectif. Alors, les Knicks, évidemment. Mais tu vois, Indiana, ça joue soudé. Les équipes jouent soudées. On voit Dallas, groupe très soudé. Les gamins d'Oklahoma, même dans la défaite et tout. Tu vois, il n'y a pas eu de Ben Simmons jeté sous le bus cette année. Il n'y a pas eu de. Les équipes éliminées sont pas non plus allées se dézinguer en conférence de presse. Non, bien sûr. Tu vois, les Clippers auraient pu, par exemple, se tirer dessus. Les Suns. Non. J'ai bien aimé l'attitude collective des équipes dans la victoire, mais aussi dans la défaite cette année. C'est des très beaux playoffs, hein. C'est une belle cuvée. Moi, je pense qu'on avait parlé avec certains, on avait posé la question au premier tour sur les réseaux de savoir pour qui c'était les premiers playoffs, tu sais, de leur vie. Il y en a qui découvrent là la NBA cette saison. C'est leur premier playoff, dis-toi. Ils n'ont pas vécu des. Voilà, tout à fait. Ils n'ont pas vécu certaines purges parfois de playoffs. On se disait bon, allez, les Warriors de KD et Steph, on se retrouve en juin et puis on va voir qui est en finale en face. Moi, l'autre sentiment et qui n'est pas lié à un joueur qui ne joue pas en play-off, mais c'est en voyant le niveau, l'intensité, l'intelligence que ça requiert. Excusez-moi d'être vulgaire, un putain de bordel de merde, mais Wemby en play-off, j'attends que ça, quoi. Ça va venir vite. Que ça. Non mais un joueur on a eu un aperçu, c'est le match où lui en met 40 et Bronson 60. Oui, tu sais, lui il fait 40-20. Non, mais tu te rappelles de ce match? Il y a un New York San Antonio en fin de saison où Bronson bat son record. Ça a joué un peu ambiance playoff. T'avais un show, je trouve. Les Knicks en plus jouaient leur deuxième place. Les Spurs à ce moment-là veulent un peu gagner. Enfin, en tout cas, ils veulent pas. Mais ils se mettent à lâcher Wemby. Voilà. Bien sûr. Et Wemby a plus de restrictions. Moi, ce match et ça va être ça, Wemby. L'autre, il a fait un 40-20. Bronson a mis 60. Il y avait une ambiance de ouf. C'était incroyable. C'est ça. C'est à San Antonio. C'est à San Antonio avec Wemby qui prend le ballon, qui l'envoie dans le public. Non. Et tu vois qu'il est fait pour ça. Il y aura pas de problème. J'ai très hâte. Vous un petit peu là, je regarde un petit peu sur le chat, il y en a qui ont parlé de l'Est notamment et de la disparité entre Est et Ouest, il y en a qui ont parlé du niveau aussi de Kyrie qu'on retrouve, après beaucoup de haut et de bas, les Celtics, les Nets, on retrouve un Kyrie Prime là vraiment... C'était ma dernière question, parce que ça peut être... Qu'est-ce qui t'a le plus surpris là, c'est autre chose, le truc un peu surprenant quand même que... Par exemple, non, je vais même... Si on t'avait dit, remets-toi dans le matin, on tourne l'après-midi, tu sais notre braquette, notre truc de prono. Maintenant, tu connais les résultats. Sauf, on se remet dans la condition, les playoffs n'ont pas eu lieu, on enregistre là notre braquette. Et moi, par exemple, je dis un truc qui s'est passé réellement en playoff, et là tu me dis, non, Simon, t'exagères, ça c'est impossible. Et pourtant, ça s'est passé. Qu'est-ce que tu penses? Je sais pas si je suis clair. Si, mais après, qu'est-ce que tu penses qui était complètement. Genre que les Wolves éliminent Denver?
Non, je pense que si tu m'avais dit marrant Bastien, t'as mis Indiana qui passe Milwaukee au premier tour, tu sais quoi, je vais double down, ils éliminent les Knicks en 7 chez eux. Ouais, c'est vrai. Mais après le contexte a aidé, mais ça aurait été... Les blessures à l'Est sont un peu relous parce que notamment même le Miami Boston dès le début est tronqué par la blessure de Butler. Mais tu me dis, tu sais quoi, non seulement ils vont gagner en 7, mais ils vont les blow out au Madison Square Garden, je te fais écoute. Merci. Et puis voilà. Salut Simon. Merci. N'hésitez pas à suivre Simon. Ouais. Celle-là, c'est quand même le game set d'Indiana. Et on peut la double down. Et derrière, ils perdent un peu la finale de conf parce que Carlisle se fait out coacher. Ça, t'es dans le cadre. Ah oui, pardon. Je t'en prie. Et en plus, le pire, c'est que derrière, c'est un peu Carlisle qui est pas terrible. Qui est pas terrible en finale. Honnêtement, il l'a dit lui-même. D'ailleurs, il a eu la classe de dire la première notamment. C'est caché, bien sûr. Elle a dit elle est pour moi. Bien sûr. Parce que Carlisle se fasse, il ne se fait pas out-coacher non plus par Mazzulla, mais soit pas un avantage net contre le coach des Celtics, celle-là, fallait aussi... Toi, c'est quoi ? Jason Kidd. Que Jason Kidd soit un avantage dans des séries de playoffs à l'Ouest, c'était pas... coaching, moi... C'était pas... Et du coup, l'un de vous deux, pendant le bracket, sur Oklahoma-Dallas, moi je sais que je fais passer Oklahoma, je crois que tous les deux vous faites passer Dallas. Il me semble que vous avez je voulais Dallas Denver en finale de conf. Moi, j'étais pas. Pourtant, et c'est surtout Kidd. Alors, je sais pas dans quelle mesure c'est son staff ou quoi, mais il gagne tous les challenges. T'as l'impression qu'il laisse. Il a fait des bons choix. Et il a cette qualité suprême de joueur. Lui aussi était quand même assez génial sur le parquet. Il a deux génies. De pas surcoacher, de garder des choses assez simples pour laisser Lucas aussi. Il met une structure en place, mais il dit à Lucas, tu vas faire tes choix en temps réel. De toute façon, t'es meilleur que n'importe quel système défensif qu'on met en place. Minnesota, ils envoient tout. Non, là, ils ont tout disséqué. Ouais. Ils ont envoyé patate rôtie, ça marche pas. Ils envoient patate rissolée, ça marche pas. Frites, ça marche pas. Purée, ça marche pas. Gratin parmentier, ça marche pas. Gratin dauphinois, ça marche pas. Non plus, tous les types de pommes de terre, rien marche sur Lucas. Rien. C'est clair. C'est... Ça, tu vois, Kidd, c'est vrai que c'était un peu... que Kidd soit capable de comprendre dans quelle mesure faut prendre un temps mort, faut laisser Lucas faire, faut laisser Kyrie machin, c'est peut-être ce qui me surprend le plus. Et le changement d'attitude de Doncic, pour finir, parce que moi, t'en as parlé aussi, je trouvais ça très juste d'insister là-dessus. Match 4 contre Oklahoma, entre la blessure au genou, l'attitude, tout ça, je me suis dit, ça c'est le Lucas qu'on n'aime pas, il est perdu là, entre la douleur, la frustration. Et à un moment, il le dit, mais je me suis dit, mais ça, il l'a dit 50 fois. Depuis qu'il a 17 ans, on l'entend dire, il faut que je me calme, et je sais, machin. Et là, il l'a fait. Ouais. Et ça, grosse surprise pour moi. Qu'il soit capable de se... Alors, il reste casse-couille, mais qu'il soit capable de plus comprendre l'enjeu et de se dire, ok, là, peut-être que je vais faire juste les gros yeux ou machin, mais je vais calmer, je vais garder de l'énergie, ça n'en vaut pas la peine. Moi, je le croyais pas quand il a dit ça, et il le fait. Sûr. Ça m'a surpris. J'avoue, sur Lucas, je regarde un petit peu ce que les gens disent. Kidd à la patate, il y en a plein qui mentionnent pommes de terre, grenaille aussi, on mentionne dans le chat, c'est formidable. On parle déjà de bouffe, on est à peine à l'addition. C'est très bien le niveau de J-Dub, je m'attendais à tellement mieux. C'est vrai que Jalen Williams, on aurait pu Oklahoma, je suis pas déçu, mais ils font ce qui, tu vois, c'est pas le strictimum, mais je suis un peu sur ma faim. Je suis resté un poil sur ma faim, Oklahoma. Sam Presti avait dit on veut pas que ce soit juste un passage, on veut que ce soit une arrivée, et c'est entre les deux. Ouais, c'est un rendez-vous avec plus tard, parce que par contre, là par contre, il y a des belles choses pour le futur. Ouais. Mais ouais, je suis un peu... Non, c'est sûr. C'est vrai que c'est sûr, et j'aime pas tirer, mais J-Dub, qui est notamment un de mes joueurs préférés, la lumière était un peu... compliqué. Un peu fort. Après, j'ai un dernier élément sur ces playoffs et ces persos, c'est que à la fois, c'est un truc très personnel dans la façon dont je consomme le basket. Et pendant longtemps, tu sais, je disais, allez, concentrons-nous sur le basket, ne parlons pas trop d'arbitrage. Et souvent, je me prends la tête avec certains sur les réseaux parce que je dis, regarde, il y a tellement de choses à disséquer qu'on n'est pas obligé de... Deux choses. Premièrement, je n'en veux pas aux gens de parler autant de l'arbitrage sur ces playoffs parce qu'il est de mauvaise qualité, je trouve, au global. Beaucoup de matchs où j'ai regardé, je me suis dit... En fait, il est trop inconstant d'un match à l'autre, voire d'un carton à l'autre. Ouais, j'ai été très déçu. Et donc, du coup, j'ai été vachement impacté, puisque je fais des live tweets, de voir le nombre, la profusion de tweets sur chaque action. Tu ne finis pas un quart-temps sans que tout soit disséqué, le nombre de lancers de fautes, et en même temps... Le niveau doit être élevé au niveau de l'arbitrage parce que sur ces playoffs, je le trouve pas bon. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Ça va mieux là, j'ai l'impression. Mais c'est peut-être parce qu'il y a moins d'équipes et puis il y a moins d'enjeux, etc. On est sur la fin. Mais c'est vrai qu'à un moment, c'était mal arbitré, on peut le dire. C'était pas assez bien arbitré en tout cas. Avant, j'improvise total, je me permets, puisque tu me poses des chouettes questions et je la pose aussi au chat. Avant qu'on arrive en finale NBA, là, la performance qui t'a marqué le plus sur un match? Alors, le premier truc qui me vient en tête, mais c'est pas vraiment performance au sens où peut-être tu l'entends, mais le match d'Embiid
où il a les yeux qui se ferment tout seul là. Oui, toi t'as été. Ouais, Moi j'ai encore. Tu m'en as parlé. Non mais ça. Oh, regarde, Embiid m'a choqué. Le Embiid, Embiid qui a. Non mais il y a un moment où il va au lancer, il y a un zoom sur son truc, son œil bouge tout seul, enfin il clean. La caméra va filmer autre chose, tu le revois, il a la lèvre enflée. Et tu le revois 5 minutes après, la lèvre a des. Qu'est-ce qu'il avait ? Enfin, on sait ce qu'il avait. Il a forcé la nature pour jouer quand même, tu vois. Ça, et d'être quand même capable de jouer, quoi. Moi, ça, il m'a halluciné, Embiid. Sinon. Moi, je vois tout le chat en parle. Hein. C'est Jokic Game 5 Minnesota. Ouais, je crois que c'est. J'ai rarement vu ça. Ouais. Il y a un match, mais alors j'arrive plus à me rappeler lequel. Il y a un match de Bronson contre. Il y a 46, 44, 42, il y a tout ce que tu veux de Bronson à la maison. Contre Indiana en début de série. C'est le Bronson Game. On en parle la veille à l'apéro. On dit c'est l'heure du Bronson Game. Il en met 44. 44 où je l'ai trouvé vraiment un petit lion, quoi. Un truc. Un courage. Tu vois, le mec jouait avec courage. Je sais pas. Et la performance là était remarquable. Écoute, si on fallait en retenir une, il y a peut-être aussi quand même je réfléchis. Pour les copains qui viennent d'arriver là, je te laisse juste y réfléchir. Pour les copains qui viennent d'arriver là, bonsoir. On est sur un petit point playoff là en entrée et ça parle justement d'une performance marquante. On débriefe un peu les playoffs. J'ai un trou, je pense que c'est le 2, c'est le 1 ou le 2. Dis-moi. C'est le match où Anthony Edwards, t'as l'impression de voir jouer Michael Jordan, quoi. Contre Denver. L'une des 2 premières victoires contre Denver où il met... Il prend du mi-distance, c'est les deux un peu. Le 1, moi, me revient le plus en tête, mais peut-être que les gens vont me dire que c'est le 2. Pour moi, c'est le 1. Oui, alors les chiffres n'étaient pas si fous, mais l'impression d'aisance de la part d'un arrière. Ouais. 44 points, c'est ça? Ouais, il y a un match d'Edwards. Il n'y a pas Rudy, il met Aaron Gordon et KCP dans la popoche. Non, avec ou sans la planche, step back. Ouais, il y avait tout. Puis, tu vois. D'ailleurs, c'est le 2, pardon, sans c'est le 2, c'est le 2. Et où tout le monde dit c'est fini pour Denver, l'autre c'est Michael Jordan. Voilà quoi. Son match, il était quand même. T'avais l'impression de voir un mec changer de catégorie d'une star, comme ils disent aux États-Unis, une star is born. Ouais. C'est un très très beau cru 2024. Pour finir, parce que vas-y. Top 3 des meilleurs joueurs des playoffs. Allez, moi aussi, allez, le petit podium. On joue le chat, c'est dur. Hein. Moi je pense qu'il y a moi je l'ai. Ah ouais. Putain. Tu sais que moi-même, je connais ma question depuis avant-hier, j'arrive pas à trancher. Premier, attends, on fait comment? 3-2-1 1-2-3 En fait, j'ai 3 noms qui me viennent tout de suite en tête, mais. Donc t'as un peu avec un ordre? Ah bah si t'es clean comme ça. Moi Luka Tatum. Luka Tatum dans l'ordre là? Luka 1, je suis d'accord, je sais pas ce qu'en pense le chat, faut quand même reconnaître. Moi, c'est les 3 noms, c'est les mecs qui sont encore en vie. Hein, ouais, alors je suis assez d'accord avec toi. Et tristesse infinie pour Brunson, parce que Brunson, s'il était encore là, il regarderait Luka. Hein. Est-ce que Jokic, malgré tout, même s'il est plus en vie, ouais, mais il est plus en vie. Non, ça se tient. Et tu mets Edwards un peu devant Tatum? Ouais. Non, attends, j'avoue que j'ai dit les 3 noms, ouais. Luka étant 1, et après, oui, je vais dire Ant quand même devant Tatum, parce que Jason a été très très bon complet et un peu sous-médiatisé sur ses playoffs, mais Anthony Edwards est le leader incontestable d'une équipe qui est en finale de conférence en ayant sorti des darons, KD Booker, bonjour sur le même poste, au revoir, en ayant sorti le champion, bonjour, au revoir. Non, Edwards, c'est un peu toujours les mêmes noms qui viennent. Le top 5, c'est effectivement Luka, Bronson, Jokic, Edwards, Tatum. Ouais. Mention SG aussi. On oublie SG. Et Shai a été. La régularité. Game 4 de Shai aussi. Et l'autre, il a un côté kawaii, cyborg. Hein. Il a pas. Et l'autre, il fait le même match tout le temps, t'as l'impression, mais il fait le même. Il vente, il pleuve. Se plaint pas. Grenaille, grenouille, grenade, tout ce que tu veux. L'autre, il fait le même match. Gratin dauphinois encore. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Shai, c'est moins flamboyant que Edwards, mais le sang-froid, le niveau, la rigueur. Mais Luka est peut-être, on va voir, les playoffs sont pas finis, mais Luka est peut-être, et c'est dire le niveau de jeu de ses playoffs, Luka est peut-être le vrai meilleur joueur de ses playoffs. Ouais, il y en a pas mal qui mentionnent Jaylen Brown, non les gars, alors Jaylen Brown a été très fort, mention. Souvent sous-estimé et sous-mentionné. Hein. Je dirais que c'est le plus régulier. En fait, il y a eu un premier tour très Derrick White, Jaylen Brown. C'est que Kyrie, il mérite une mention. Bien sûr. Non mais il y en a qui méritent des mentions, attention. Hein. Ok. Ah bah c'est vrai qu'on a des beaux playoffs. Hein. Alors l'entrée, on pourrait continuer, mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi je voulais un peu faire ça en entrée, parler d'une autre façon des playoffs, rentrer par 2-3 questions, et voilà, revenir un peu sur les pronos qu'on avait fait. On n'était pas trop naze, mais on n'a peut-être pas à ce point-là anticipé que les playoffs sont toujours l'inattendu, quoi. L'inattendu. Oui, c'est chaque année pareil. Chaque année,
au milieu des playoffs, je me dis mais pourquoi j'ose pas plus créer des surprises dans le bracket, parce qu'en fait chaque année là, ces 3 dernières années on va dire depuis qu'on le fait, 3-4. Mais je vais te le rappeler l'année prochaine, je te dirais. Ouais, et puis l'année où je vais dire n'importe quoi, je vais passer pour un con parce que là il y aura un contre un. Ouais. Envoie ton Clippers Suns en finale là, de conférence. Non mais on va être honnête, le chat je vous prends un témoin. Si jamais dans le bracket, donc c'était il y a un mois et demi, j'avais fait un bracket qui est celui de la réalité. C'est-à-dire que je t'aurais dit, il y a potentiellement une finale Minnesota-Indiana, il y a Minnesota et Dallas qui sortent de l'Ouest, pas Denver, pas les Clippers, pas le Thunder, et de l'autre côté, je sais plus combien. Milwaukee gère au premier tour, les Knicks vont pas en finale de conf, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme surprise ? Bon, Orlando-Cleveland, c'est moins... Non. Franchement, tout le monde aurait rigolé en disant mais Simon, c'est un malade. Mais tout à fait. Et de toute façon, je te confirme, quand on a eu les affiches de finale de conférence qui sont sorties, j'ai été dans la database avec David pour dire attends, on va ressortir les brackets parce qu'il y a plus je ne mens pas sur les chiffres, il y a plus de 40 000 brackets qui ont été remplis en 48 heures. Moi, je suis même surpris qu'il y en ait un avec les bons. Et il y a 56 pélos. C'est beaucoup. Il y a 56 génies qui nous ont envoyé ça. Et quand je l'ai envoyé sur les réseaux, la première chose que les gens ont dit, c'est ces gens sont-ils sous perf ou pas ? Parce que franchement, pour annoncer il y a 1 mois et demi Pacers, Celtics et Wolves Mavs, il en fallait une sacrée. Et Wolves Mavs en finale de conf. Mais alors c'est comme je suis un ancien, que c'est deux équipes un peu de de demi-finale. Ouais, bah oui, encore tu vois. Ouais, bien sûr. T'as un côté dans le bargo. Wolves Mavs, ça c'est une finale de conf. Ouais. Tu vois genre. OK. La finale de Champions League, c'est Leipzig Guingamp. OK, on y va. Oh là là. T'arrives à quelle heure ? Non, je suis dur, mais il y a quelque chose de Non. Mais moi j'aime bien ça. Non, j'aime bien que moi j'en veux encore plus, des surprises, des trucs inattendus et tout. Je peux t'emmerder avec un truc ? Vas-y, pardon. Non, vas-y. T'allais peut-être en balancer une. Non. Est-ce que tu penses que j'abuse encore à toujours m'accrocher sur mon radeau au fait qu'il devrait pas y avoir 8 et 8 mais 1 et 16 ? Je sais même plus quoi dire. Moi, Pardon, excusez-moi, faut-il Est d'un côté et Ouest de l'autre, ou est-ce qu'il faudrait être 1-16 et refaire le calendrier ? Tu le sais, je suis partagé. Je suis à la fois attaché. T'es partagé ? Bah parce que pour moi, par exemple, s'il y a Knicks Lakers, c'est une finale NBA, ça peut pas être un premier tour, mais en même temps, si t'attends que ce soit une finale NBA, tu peux attendre longtemps pour plein de match-up parce qu'ils n'ont pas lieu. Il y a qu'une finale par an et tout, donc je me dis, c'est pas si mal peut-être un premier tour Knicks Lakers, allons-y et tout. Par contre, ça fout un peu le bordel pour plusieurs raisons. Ah oui, j'entends. Alors, je vais faire mon raisonnement dans l'autre sens. Cette année-là, il y a quand même des moments où tu te disais, moi je l'ai d'ailleurs tweeté un peu pour énerver les gens, mais pas seulement, où tu te dis, attends, mais les Suns là, me dites pas qu'ils battent peut-être Cleveland, ils battent peut-être Indiana, tu vois, peut-être pas, mais tu te sens un peu lésé quand t'es à l'Ouest. Vu le niveau de ton premier tour par rapport à l'Est, tu peux regarder les copains de l'Est et dire, ça va, on vous dérange pas trop pendant que nous tu vois, c'est légitime. Bien sûr. Maintenant, c'est cyclique, même si je trouve que ça fait longtemps que l'Ouest domine, donc ça peut tourner. Les GM de l'Est ont qu'à aussi faire un meilleur taf, j'en sais rien un peu. Mais ces derniers temps, tu vois, mon côté conservateur, c'était genre le play-in, c'est trop foufou, même pour moi. En fait, c'est super. Les innovations. Donc je me dis, peut-être qu'au bout de 2 ans, je serai là. En fait, j'aurais oublié mon modèle Est-Ouest, j'aurais oublié mes vieilles habitudes. Ouais. Et puis en fait, si dès le début, il y a un 16, faudrait limite revoir là, mais on n'a pas le temps. Faudrait voir quel aurait été le tableau des playoffs cette année si on avait fait ça déjà. Oh bah je peux te le faire maintenant. Et on s'amuse à le prolonger. Et après, en fonction de. Vas-y, allez. Je rappelle l'addition, juste... c'est fait pour additionner. Je rappelle juste évidemment les choses. Hein. Moi, je suis pas attaché à ça ad vitam aeternam. C'est juste qu'il faudrait tout refaire, notamment les classements et les calendriers, parce qu'on peut pas faire ça. Tu sais que je pense que c'est sur la table avec l'extension quand il s'agira de changer. Parce que de toute façon, il y a un moment, il va y avoir un bug. S'ils rajoutent, comme j'ai bien compris, 2 équipes, ce sera forcément à l'Ouest si c'est Seattle et Las Vegas. Ils vont pas. Voilà. Ça veut dire que soit Minnesota, soit Memphis passent à l'Est et que de toute façon, tu casses déjà un tout petit peu ton truc. Oui. Attends, je vais dézoomer pour que les gens y aient. Alors, oh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc il n'y a pas de play-in, donc les Kings, Attends, je descends, c'est le 8. Je sais pas si les gens peuvent voir. Attends, je vais descendre. C'est juste là, voilà. Allez, vous avez Boston-Miami. Hop là, sur un seul tableau, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Ok, Boston-Miami. Boston. Ouais, Oklahoma-Pacers. Les Pacers, ils gèrent au premier tour tout de suite. Denver, Philly. Wow. Minnesota, Lakers, ok. Et Orlando Clippers, donc les Orlando Clippers. Dallas, Cleveland, Dallas. Phoenix, Milwaukee. Knicks. Ah non, oui, t'as raison. Phoenix, Knicks. Knicks. Ça, c'est dur à pronostiquer. Knicks, allez. Et Bucks, Pels, Bucks. Et encore, il y avait les blessés. Et donc là, ça ferait à Boston Bucks au deuxième tour. C'est trop chaud. C'était quoi le seul upset qu'on avait ? C'est Philly qui potentiellement passerait. Et encore. Denver, je pense. Ah oui, non, c'était pas Philly. Attends, je dis une connerie. C'est chaud. Ça restera toujours un débat, le 1-16, mais bon.
Non, mais par exemple, t'as Peut-être peut-être pas la même finale parce qu'en fait, là, je regarde vite fait, mais vu que là Dallas, le fait de pas être haut classé là, t'emmerdes tout de suite beaucoup plus, je crois. Parce que, quoique. Enfin, voilà, comme le disent le chat, il y a des questions d'écologie, il y en a qui sont pas fans. Oui, alors oui, il y a le problème d'étrangers aussi. Bien sûr. Non, mais je comprends. Je pense qu'en tout cas, c'est pas demain que la veille que ça aura lieu. Mais quel playoff, en tout cas. On se régale. Ouais. Donc ça nous a fait une entrée bien consistante. complète. Je pensais pas. Ouais. Bien complète. Passons donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais passons au plat. On va passer au plat. Sans transition comme ça et tout. Mesdames et messieurs, installez-vous vraiment confortablement. Vous allez vivre un grand moment. On va parler d'un des meilleurs joueurs de tous les temps et un des humains les plus extraordinaires qui a existé dans l'histoire de la NBA, n'est-ce pas, mon cher Simon ? Oui. Donc, monsieur William Theodore Walton, William pour Bill, enfin Bill pour William plutôt, le diminutif, nous a donc quitté des suites d'un cancer. Tout à fait. Donc à 71 ans. C'était dans la nuit, on l'a appris, c'était lundi ? C'était dans la nuit de ce lundi, ouais. Tout à fait. Donc assez vite, comme sur Trash Talk par exemple, et plein d'autres sites, les articles, les hommages et tout ont fleuri. Donc la base déjà sur Bill Walton, je ne sais pas dans quelle mesure le chat et tout, vous connaissez ou pas Bill Walton, mais c'est quand même effectivement une légende à la fois universitaire et NBA, parce qu'à l'université, on va commencer par ça, il gagne avec un sentiment d'invincibilité qui font dire avec de lui et Jabbar que c'est peut-être les deux plus grands joueurs de l'histoire du basket universitaire. Tout à fait. Quelques stats que tu as, je crois, dans l'article de Trash Talk. Bien sûr, mais qu'on a avec aussi... grand plaisir. Ouais. Alors, il gagne un titre, c'est quelle année 60... Tu veux quoi ? Tu veux 21 sur 22 Il fait 2 titres back-to-back en NCAA avec UCLA 72-73. Et donc, meilleur joueur universitaire de l'année, etc. 2 fois MOP du Final Four. Et en 73, il fait une finale 21 sur 22 au tir. Ensuite, il est drafté par Portland et très vite en NBA, il est très 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 dominant au point où il emmène Portland en 3 saisons au titre. 77, donc c'est 3-4 ans quoi, 3 ans. Ouais, c'est ça. Donc il faut imaginer un Wemby dans 2 ans amène les Spurs au titre. Bon, après c'est pas la même NBA. Non, tout à fait. Il y a moins d'équipes et tout, mais voilà. Même. Il commence à être considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps au bout de 5 saisons, 4 saisons universitaires, 5 saisons NBA. Et là, son pied le lâche complètement. Ouais. Mais genre complètement de chez complètement, au point où par exemple au moment où il signe aux Celtics, tous les docteurs disent à Red Auerbach, non mais faut pas faire ça, tu me rappelais ça tout à l'heure et tout, c'est même plus des red flags, c'est... Ah non, ils étaient horrifiés. Le mec peut même pas soi-disant jouer. D'ailleurs je vous invite à voir des matchs, c'est peut-être encore plus impressionnant, des Celtics 86, il est donc 6e homme, et en fait il y a une espèce de mec qui est du Jokic avant Jokic, pour pivot passeur, hein, c'est avant tout ça. Oui. C'est avant tout ça Bill Walton, hein. Ouais. C'est pas un mec qui cherchait, il préférait passer que scorer je pense. Oui. D'ailleurs, on va voir plus tard que ces types de joueurs préférés sont dans la même veine. Et il est physiquement quasiment pas inapte puisqu'il joue, mais c'est un scandale, de médical. Il n'y a plus aucun avantage physique, il n'y a plus de conditions et tout. Il doit avoir un niveau de douleur en plus. Et le mec, quand il rentre, il apporte quelque chose à une des meilleures équipes de tous les temps, comme vraiment dans un registre. Il y a quelque chose de Jokic, il y a quelque chose de Duncan, parce qu'il est assez... C'est bizarre parce qu'il n'est pas très flashy. C'est pivot passeur, etc. Mais c'est pas forcément si flashy. Fondamentaux de ouf. Science du jeu, placement, rebond. Non, mais tout. C'est vrai que c'était assez extraordinaire. Pour ceux qui veulent, en effet, il y a des très bons documentaires qui sont faits sur Bill Walton. Il faut comprendre aussi au niveau athlétique que quand on est au début des années 70 et qu'on le voit jouer, c'est pas souvent qu'on voit, il faut le dire, un pivot blanc qui peut aller contrer la balle tout en haut du plexi. Walton, avant les soucis de blessures au pied, etc., est un athlète exceptionnel. Oui. Exceptionnel. On compare à Jokic, etc., mais c'est Jokic, sachant qu'il peut aussi Rudy le contre tout en haut du plexi. Ouais, il y a de ça. Il est énorme. Je crois que c'est 2,16. Il est au-dessus de la mêlée. Il est extraordinaire. Et au niveau de ça, comment dire, par exemple, les choses aussi à voir sur Walton, c'est on disait de lui qu'il y a des joueurs comme ça. Tu me dis si je dois afficher quoi que ce soit. Là, non, on peut se balader tranquille. On va regarder. Il y a plein d'hommages. Non, tu passais l'onglet suivant, c'est The Athletics, je crois. C'est là. Tout à fait. Voilà, comme ça, on voit sa belle tête au moment, dans ses jeunes années à Portland. Les autres coéquipiers disaient de lui que c'est communicatif, quasiment comme un meneur de jeu, et c'est l'un des premiers qui a mis ça. En fait, d'un coup, le collectif était tout de suite renforcé par sa présence. Ce côté, tu sais, virus de faire des passes. Mais bien sûr. Le côté à la Magic, mais aussi que peut amener un Boris Dio, comme on l'a dit et tout. Et d'ailleurs, c'est l'un des premiers
C'est l'un des plus beaux hommages à Boris Dio, ça je pense que vous le connaissez tous et tout. Alors je sais plus. Pas, c'est là. Là. Je peux te le mettre si tu veux. Donc c'est par exemple pour parler de Bill Walton, quand il a fait une très longue carrière de commentateur télé. Oui. De beaucoup de matchs universitaires dans sa Pac-12, donc la conférence où était UCLA, donc lui, où je crois a joué son fils avec Arizona, mais j'ai un doute. Oui. Voilà, et puis il commente de manière générale plein de matchs NBA. Et il a cette phrase où il dit que Boris Dio lui rappelle tout simplement Beethoven, quoi. Tout à fait. Et même pour passer un peu un bout d'extrait, parce que je vais me permettre et qu'on s'en bat les reins. Quand Boris est arrivé chez les Suns, il a tout changé, et notamment il sort cette métaphore. Quel être humain extraordinaire qu'est Boris Diaw. Et là, alors que personne ne s'y attend, qu'est-ce qu'il nous balance ? C'est il y a 200 ans, jour pour jour, que Beethoven nous a sorti une symphonie mineure en E mineur, où j'ai pas évidemment tous les termes musicaux, et ça lui fait penser à Boris Dio. Ouais, une comparaison tout à fait logique, moi je trouve. J'ai remarqué d'ailleurs, son fils joue, je crois, un 4 Lakers, oui, je pense que c'est Luc. J'ai jamais percuté que Luc. Voilà. Luke Walton est dans le coin. D'ailleurs, il y a un des jours où il commente en duo. Il commente un match de son fils et son fils s'est introduit, l'autre, son camarade lui dit « Ah il y a un ailier là d'Arizona, Luke Walton, je pense que vous avez un truc à dire » et lui il dit juste « Oui, c'est un ailier de 6-7, pas mal ». Il avait un humour aussi pince sans rire et tout. Extraordinaire. C'est aussi l'un des premiers, dès 2018, on a cette archive qui a été remontée par Trash Talk, par plein de sites et tout, mais c'est l'un des premiers qui pige Jokic. Vraiment. C'est-à-dire qu'un des matchs où Jokic doit être à sa 2e saison, il dit... voilà, il déclare son amour en pionnier à Jokic vraiment très tôt, parce qu'il se reconnaît en fait en Jokic, il comprend tout de suite. Tout à fait. Il y a un hommage très très tôt qui se fait. C'est vraiment tôt dans la carrière de Jokic. Je sais plus exactement, mais c'est avant que le Jokic soit peut-être même All-Star, tu vois. Ouais, on est vraiment au tout début de la carrière et vraiment, c'était un des premiers à parler de Jokic comme du joueur qui justement fait jouer les autres. Et c'est là-dessus que ça va. Le bonheur commence là où l'égoïsme prend fin. Et c'était une des grandes phrases, notamment de John Wooden, qui va essayer de perpétuer. Son coach à UCLA, tout à fait, légende absolue du coaching, et que Jokic va reprendre beaucoup. Son coach, il l'a eu en coach ? Je suis pas sûr. Ça. De quoi ? Wooden. Bon, je sais plus. Bill Walton ? Oui. Oh, bien sûr. Oui, je voulais pas dire le bêtise. Non, mais bien sûr, c'est un des piliers de la vie de Bill Walton. Oui, non, mais j'avais un petit doute. Est-ce qu'il était encore coach quand Non, il était coach et il lui a filé des parce que c'était le boss à UCLA, mais je savais pas si c'était encore lui le coach. Ah si, il lui a filé des expressions de vie vraiment qui sont exceptionnelles, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans plein de bouquins qui sont faits sur John Wooden, sur la façon d'aborder la vie. Il y a la vie, et puis la vie. Alors en plus, ça fait écho à pas mal de choses en ce moment, mais le citoyen aussi, Walton, puisqu'il était un homme de grande cause, et notamment il est connu par plein d'Américains pour ça. Les années 70 sont des années à la fois de libération culturelle, mais aussi de contestation, notamment par rapport à la guerre au Vietnam. C'est l'un des points de tension de la société américaine, mais aussi les émeutes c'est pas encore les années 80 avec les émeutes de LA, mais il y a des discussions un peu, notamment autour de la question raciale qui n'est pas réglée et tout. Et on va le dire clairement, là où plein d'athlètes noirs se sont sentis, Mohamed Ali, etc., et tout concernés, Walton, qui n'était pas forcément directement impliqué, voire victime de tout ça, il a eu le cran, alors qu'on a dû lui dire, et c'est redocumenté, de se la fermer pour sa carrière, qu'à l'époque, plein de supporters de NBA blancs n'allaient pas supporter l'idée qu'il soit aussi solidaire d'une couleur de peau différente. Et Bill Walton a envoyé tout ça valser et a répété à plusieurs reprises, dénoncer ce qui se passait au Vietnam, dénoncer ce qui se passait dans les rues au niveau de la vie des villes américaines, etc. Et, tout. Et lui explique, parce qu'on pourrait en parler des heures, en gros ses parents étaient un peu des hippies. Il est né... C'est le hippie original de la NBA. Et ses parents étaient vraiment hippies, et lui est né, c'est ça qu'il explique en fait. Il est né dans une communauté qui ressemble un peu à des communautés agricoles cheloues, ce qu'il y avait beaucoup dans les années 70, un peu sous le modèle de communautés agricoles, etc. Comment elle s'appelle cette ville ? Parce que c'est pas Palo Alto, San Diego. C'est des hippies de San Diego, et qui notamment avaient fait des choix. C'est l'un des rares endroits où les écoles, il y avait encore ce qu'ils appellent des natifs américains, des Indiens d'Amérique. Et lui a grandi avec ça, avec la connaissance que c'était un vrai massacre, avec aucun faux semblant là-dessus, et avec notamment des gens qu'on essaie d'invisibiliser à l'époque aux États-Unis, c'est-à-dire les Indiens natifs. Et lui a toujours été sensibilisé à ça. Il disait que petit, il avait des amis et tout, que ses parents étaient très ouverts avec ça, et que c'était déjà choquant
pour pas mal de gens dans la famille élargie blanc, voilà, et que ça l'a toujours, pour lui, c'était quelque part l'héritage de ses parents. Ça Bien aussi, sûr. Non, c'était. De toute façon, regardez au niveau du look, c'est vraiment un des premiers originaux hippies. C'était cheveux longs, barbe longue, le bandeau sur la tête, flower power. Enfin, vraiment là-dessus, il était avec le fiston look qu'on voit là. Mais c'est vrai que t'as raison de le mentionner, c'est hyper important. Il y a souvent ce. C'est un tabou, ça, à cette époque. C'est encore un tabou. Tout à fait. Et c'est c'est encore le cas. Les athlètes qui doivent prendre des positions, parfois c'est compliqué. Et c'est vrai qu'ils passent pour un ovni. Ah, mais c'est un ovni. Et non seulement il passe pour un ovni, c'est un ovni, mais en plus, il dit les ovnis existent. Enfin, je veux dire, il y a tout ce truc aussi de Bill Walton. C'est peut-être pas pour rien qu'on parle d'astrologie après un hommage à Bill Walton, mais... Bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est aussi un des premiers à dire... Il est un peu perché, il faut le dire aussi. Il est un peu perché. Pourquoi est-ce qu'on nous ferme la zone 51 Qui a tué Kennedy? Enfin, je veux dire, il rentre vraiment dans une sphère où il va s'écarter encore plus du basket et il va passer plusieurs diplômes pour essayer de poser des questions là où t'es pas censé le faire apparemment de base selon la société, mais encore moins quand tu fais 2m15 et que tu joues au basket, quoi. Et puis que t'as entre guillemets une route toute tracée, c'est-à-dire qu'en gros shut up and dribble et tout ira bien. Lui c'est clairement aux antipodes de ça, pardon. Complètement. Et en plus il y a des témoignages, notamment The Athletic a fait un papier qui franchement m'a mis la larme à l'œil, moi, un peu, où ils ont demandé, il a travaillé avec plein de gens, donc ils ont fait ces fameux papiers d'hommage post-mortem. Bien sûr. En gros, vu par ses collègues. Tout à fait. Et les gens te disent tous, et à un moment, c'est vraiment l'accumulation, qu'il était différent, mais qu'il était différent parce qu'en fait, c'était toujours à propos des autres. Tu veux qu'on aille voir madame ? Et que, alors il y a plein de choses là-dedans, mais on va aller voir madame, mais 2 secondes avant. Que par exemple, lui, un jour, il a vu un mec, je me rappelle plus exactement, donc je suis un peu flou, mais en gros, lui a vraiment souffert des opérations multiples au pied, c'est ce que c'est, a failli être invalide, etc., marcher longtemps avec des béquilles, parce que là, tout là. Et quand il voyait notamment des gens souffrir vraiment physiquement, et on sait que le problème de santé aux États-Unis, et il cherchait même pas à communiquer là-dessus, mais il a payé apparemment des opérations à des enfants, parce que c'était... Je sais pas moi, la dame de la sécu, en fait le petit neveu, il était là, genre on va, voilà, vraiment quelque chose sur la souffrance, la réelle physique, les handicaps, les petits qui peuvent pas faire de sport parce que tel ou tel truc. Lui, apparemment, c'était vraiment, il pouvait pas endormir la nuit, quoi. Il était vraiment habité par aider les autres et empathie maximale. Il y a quelque chose de touchant et je pense que c'est vraiment l'idée de faire un monde meilleur plus que d'être un activiste politique. C'est là où je trouve qu'il y a quelque chose d'encore plus touchant. C'est même pas montrer au gouvernement ses contradictions, c'est même pas dénoncer la politique de tel ou tel président américain à l'époque. C'est vraiment juste, on est tous ensemble. Faisons de ce monde. Pourquoi ne pas faire de ce monde un monde meilleur ? C'est vraiment ça qui transparaît de Bill Walton. Et donc il y a notamment ce témoignage d'Ashley Adamson qui en gros travaillait avec lui en commentant les matchs de la Pac-12. Pac-12, c'est une conférence universitaire de l'NCAA. On va aller assez vite avec Bastien, mais en gros, elle explique que elle adorait comme tout le monde Bill Walton, que c'était toujours un énorme moment de le voir, qu'il avait cette force de redonner la patate aux gens parce qu'il disait toujours que la vie est belle, etc. Il a un truc un peu comme ça. Et voilà le passage que Bastien surligne, là, que vous voyez en bleu, c'est en gros d'expliquer surtout, et moi ça m'a un peu parlé, la façon dont il se préparait pour un match, pour la diffusion d'un match. En gros, il disait toujours que mais que sa préparation était très différente de celle des autres et que pour lui, en fait, l'essentiel n'était pas à propos du basket. Je te laisse compléter la trad. Complètement. C'est le fait ça n'avait pas l'air trop de se traduire en fait à l'écran parce qu'il y a ce côté un petit peu clown, carnaval, etc. Mais le niveau de préparation était tel chez Bill Walton qu'en fait, c'est pas les questions typiques un peu teuteux de comment ça va ta cheville, est-ce que t'es à 45% contre la planche, est-ce ou que vous allez prendre plus de 3 points que le match d'avant Exactement, c'était plus savoir à quel être humain il allait parler, de quoi il allait s'agir en termes de background, d'où viennent ces gens dont il va parler, parce que du coup il sait en parler avec honneur, il sait faire les choses avec respect. Et c'est ça là-dessus que notamment elle souligne, c'est le côté il posait plein de questions, mais il y en avait apparemment quasiment aucune à propos de basket. Tout ce qu'il voulait savoir, c'était les histoires des gens. Comment tu as grandi, dans quel type de communauté, est-ce que tu as des frères et sœurs ? Tout à fait. Est-ce que, à mon avis, est-ce que tu as quelqu'un qui a une maladie grave dans ta famille ? Parce que par exemple, ça change tout dans ton rapport à l'autre. Exactement. Je sais quel pas. est ton fromage préféré ? Je pense qu'il allait aussi loin. Si ça se trouve, tu vois. Bien sûr. J'allais te poser une question là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens un peu, je veux dire, peut-être question un peu con. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent un peu là dans le chat ou en replay un peu du hip-hop évidemment et qui écoutent ça de manière générale ? Je vous laisse me dire évidemment, parce qu'il y a pour moi quelque chose qui est hyper important que Bill Walton a fait là pendant des années
et qui fait référence pour moi à un personnage hyper important de la scène hip-hop dont on parle pas souvent, c'est Nardwuar. Je sais pas si tu vois l'intervieweur. Je connais peu, mais je vois qui c'est, ouais. Allez le voir, Nardwuar. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Nardwuar, évidemment. C'est un intervieweur extraordinaire qui fait des interviews avec tous les artistes qui existent, que ce soit hip-hop ou autre. Il ne pose quasiment pas de questions sur ça va ton album, etc. C'est comment c'était dans le centre commercial de ta ville, parce que je sais qu'à l'époque, en ayant posé des questions, c'était difficile. Et les artistes sont complètement chamboulés des questions qui sont posées, parce que c'est pas les mêmes questions à la con des communiqués de presse que tu as tout le temps, quoi. Il y a ce truc de... je pense qu'il y en a qui connaissent un petit peu le Nardwuar. C'est extraordinaire, allez le voir. J'ai vu un mot dans le chat qui disait un vrai humaniste, mais dans le sens littéral, c'est-à-dire qu'il ressortait l'humain avant le joueur, mais parce que pour lui, le joueur, c'est l'humain explique le joueur. Ouais. On dit souvent que la façon dont tu joues explique... Pour lui, c'était presque l'inverse, et c'est beaucoup plus naturel, c'est... Tu ne peux pas être autre chose que toi-même. Et il aidait même les gens, c'est ce qui ressort des témoignages, à être encore plus à l'aise à être eux-mêmes. Donc notamment dans tout ce qui est les questions, l'esprit libre. Ce côté vraiment... Et lui-même, on va le voir par peut-être des petits moments. Tu vois par exemple le moment où il y a le petit cupcake ? Ah bah incroyable. C'est un petit truc marrant, mais il était pas... Alors quand je dis esprit libre, c'est aussi un peu... mais... Regardez là, tout simplement, regardez ce petit extrait si vous ne connaissez pas. C'est son anniversaire. Donc il est censé manger le... Ouais, donc l'autre souffle, et lui, voilà. Et lui, il mange le gâteau encore allumé, quoi. Avec la bougie, rien à foutre, YOLO. Mais quelque part, c'est une philosophie, c'est dire soyez vous-même, assumez vos bêtises, assumez votre folie douce. Mais oui. Tant qu'elle n'est pas meurtrière, tant qu'elle n'est pas destructrice, évidemment qu'elle ne va pas... La était incroyable. Ouais. Il y a plein de moments comme ça. L'hésitation, en fait, juste ce moment d'hésitation de, tu vois, il regarde la bougie et il dit oh et puis merde, hein, voilà, on n'a qu'une vie. Et je pense qu'il s'est un peu brûlé quand même. Bien sûr, mais la réaction de Dave Pache est énorme. Regarde-le, il en peut plus. Comment veux-tu ne pas ensuite, quand t'es un collègue d'un mec comme ça, te dire et allez, et du coup, comment dire, dérider un peu les situations, dire aux gens c'est pas grave, t'as dit une bêtise, tu vois, l'erreur est humaine, et finalement c'est ce qui fait la force des gens, de savoir être fragile, de savoir être bizarre, de savoir et de l'assumer. Moi je vous cache pas, c'est une source d'inspiration pour ça. Il y a une philosophie derrière qui est fois deux, mon cher Simon. Nous on se le disait avec beaucoup d'émotion là avant de démarrer l'émission. Bill Walton, sous plein d'aspects, c'est l'addition. C'est moi, il y a eu beaucoup d'inspiration autour de Trash Talk et de ce qu'il est. Je pense que certains même ont peut-être vu, quand je travaille moi certaines de mes interviews, il y a beaucoup plus d'impact de joueurs comme ça. Parce que quand j'ai eu l'occasion de parler avec un Scottie Pippen, l'interview a été beaucoup plus longue que prévu, parce que d'abord il y a le contexte humain de comment ça. Un mec comme Scottie, il a des questions tout le temps sur Jordan, H24, le pauvre, tu vois. Donc faut aussi poser des questions sur comment ça va, c'était comment dans ton TX et tout. Enfin, c'est normal. Je crois que d'ailleurs, je sais pas trop à quel point il est dans cet angle-là, mais je sais que Mehdi Maizi aussi est assez apprécié là-dessus, sur sa capacité aussi à faire des interviews où l'angle n'est pas forcément celui de le nombre de disques que tu as vendu, quoi. Ouais, et puis je pense que Walton avait aussi, il faut quand même se rappeler, mais du coup 2m15, un truc comme ça. Oui. Il y a un charisme aussi, je pense, qui est évident et qui a une espèce de force de donner, Il y a quelque chose de l'ordre du bienfaiteur, je pense, qui disait aux gens, voilà, en plus, moi, je vais assurer vos arrières si vous montrez un peu la faille et tout. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment comme ça. C'est notamment, il a eu pas mal d'enfants, mais dont Luc, donc l'ancien coach des Kings, ancien joueur des Lakers et tout, qui disait aussi que c'était, même en tant que, tu vois, pour l'idée d'apprendre à grandir, d'apprendre à vieillir dans ce monde, d'apprendre à être plus tard un père, des choses comme ça. Il y avait quelque chose de Bill Walton, c'est quelque chose. Tu imagines pour les gens de se dire, c'est un mec qui va pas me juger en fait, qui lui va tout de suite peut-être même en rajouter un peu dans le côté, tu vois, parce que d'être face à quelqu'un qui a la grandeur, qui a des titres NBA, tout ça et tout, mais qui va pas du tout te juger, même si tu fais des trucs chelous, même si tu dis. Et ça, je trouve ça vraiment très très fort. Et il a apparemment changé la vie de beaucoup de gens avec qui il a travaillé, de beaucoup de joueurs, de vraiment quoi. On pourrait en faire des heures. Là, il y a l'hommage de Jabbar. Bien sûr. Kareem Jabbar qui était collection UCLA. Tout à fait. Et c'était le rival. En tout cas, le joueur que visait Bill Walton, c'était son rêve de battre
ce grand Kareem Abdul-Jabbar, évidemment parce que c'était le plus grand joueur universitaire de tous les temps, qu'il y avait ces témoignages de Bill Walton qui essaye de faire du rameur à chaque fois qu'il faisait une traction, il disait Jabbar. Jabbar, il disait Jabbar parce que c'était une obsession absolue. Et d'ailleurs, un de ses plus grands regrets, moi je connais plein évidemment sur Walton, donc je vais partager aussi. Un de ses plus grands regrets, c'est que 86, Boston gagne le titre. Mais c'est Houston en face. C'est les Twin Towers, c'est Ralph Sampson et Hakeem Olajuwon, parce que ce qu'il souhaitait plus que tout au monde, c'est le shoot, c'était le shoot volleyball, c'était d'affronter Kareem Abdul-Jabbar en finale. Ça aurait été incroyable. Et ça aurait été le climax de sa carrière, mais bon. Que veux-tu, c'est comme ça. Je voyais dans le chat quelqu'un qui disait c'est la blague, il a peut-être appelé son fils Luke pour pouvoir lui dire Luke, je suis ton père, quand il faisait des bêtises, mais parce qu'il y a un petit lien entre Star Wars, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, et Bill Walton. Il faut savoir, donc vous avez vu la photo, qu'il a un look un peu entre le hipster et le charclos céleste, mais il y a une barbe et tout, il y a un truc un peu un peu bohème, etc. Voilà. Là, il est pas si barbu, mais quand il est à Portland notamment, il y a une belle pilosité faciale. Et donc il y a cette rumeur, on va dire, un peu rigolote, parce que et vous allez voir, il est californien. Ah bah il y en a qui l'ont dit là dans le chat. C'est l'époque et tout. Ah, il y en a qui l'ont dit. Voilà, la rumeur Chewbacca. C'est quoi ? Et alors la rumeur Chewbacca, c'est qu'en fait ils ont lui laissé croire que il a incarné Chewbacca. Qu'en fait c'était lui dans le costume de Chewbacca. Et à un moment, je crois qu'on l'a en anglais ? Non, mais tu sais, en tweet. Ah, on n'a pas en anglais. Peut-être pas alors. Si, c'est ça. On peut le passer, ça ? Oui, bien sûr, je vais me permettre. En gros, il joue sur le fait qu'il aurait auditionné pour jouer Chewbacca. Et lui dit non, mais il est temps de rétablir la vérité. Est-ce que c'est vrai que vous deviez jouer le rôle de Chewbacca ? Il dit que Chewbacca a été justement construit le personnage. Mais il faut savoir qu'en fait ils ont fait Chewbacca d'après moi, ce qui est évidemment faux. Exactement. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis c'était pris premier degré et qu'on peut trouver sur le net sans sourcer. Genre, sachez que 10 choses que vous savez pas sur Star Wars, c'est le basketteur du UCLA, c'est faux. Mais il a dit ça. Voilà. C'est très drôle. Il a joué là-dessus. C'est très très drôle. Ça aurait pu être d'ailleurs un Chewbacca évidemment. Ouais. Une autre passion, parce qu'on va être là, on était un peu dans l'hommage et tout, mais qu'est-ce qu'on peut. On a montré les photos, on a montré. Ouais. Il était souvent, voilà, on voit là les t-shirts. Vous voyez ces t-shirts un peu fluo, tie and tied, machin et tout. Est-ce qu'il y en a qui connaissent dans le chat ? On va commencer comme ça. Tie-dye. Est-ce que vous savez dans le chat, est-ce que l'un de vous, l'une de vous, l'un d'entre nous, c'est d'où ça vient en fait ce motif ? Parce que c'est un motif assez singulier. Alors, Lituanie 92, pas tout de suite. Au départ, ça a une autre source. C'est parce que là, d'ailleurs, quand il a certaines photos, sont avant 92. C'est un groupe de musique. Ouais, c'est Grateful Dead. Je l'ai vu. Voilà. Bill Walton, quand il fait, c'est l'émergence des années 70, sa jeunesse et tout. Le groupe, l'un des groupes, parce qu'il y a aussi Creedence, Water Festival, des choses comme ça. On est dans les années Woodstock, donc ça, je pense, que c'est une référence qui vous parle et tout. Et ce groupe a notamment rendu hommage, là Bastien va vous l'afficher, tout de suite à Bill Walton en disant les choses clairement. C'était le meilleur ami de plusieurs membres du groupe, ou l'un des meilleurs amis. Il faut savoir que monsieur Bill Walton a vu près de 1000 concerts de ce groupe. Tu peux répéter pour les gens au fond ? 869 d'après le New York Times. Voilà. Il a c'est le titre de cet article là, qu'il a une longue. Tu veux le mettre dans le. Je le montre. Donc longue spéciale relation avec les membres avec le groupe, donc avec les membres. Et il disait qu'en fait, là où des gens vont à la messe, lui, il allait à des concerts pour se reconnecter à son âme, etc. Sûr. Mais il disait, pour moi, c'est une expérience mystique et c'est la messe. Il buvait peut-être pas que de l'eau à ce moment-là, mais 800, c'était au tout début. C'est au tout début, je crois. C'est la 3e ligne. 869 concerts de son groupe préféré. 869. Imaginez 800 concerts déjà d'un artiste. Voilà, donc comme le dit quelqu'un dans le chat, je vois pas, c'est quasiment un membre du groupe à part entière. Les mecs disaient à un moment, j'ai lu plein de trucs, je vais vous résumer, mais en gros, ils regardaient aussi, donc pendant qu'il n'y avait pas de saison, des trucs comme ça et tout. Ah, vous jouez en Australie, j'ai pas de match. Bon, je viens vous voir, les gars. Et du coup, comme parce qu'il faut savoir, pour avoir parlé notamment, il y a la solitude des musiciens. Donc t'es bien content de voir le même mec qui en plus et champion NBA au bout d'un moment et tout. Donc je vous parle de ça, pourquoi ? Parce qu'aussi, déjà, Grateful Dead, c'est un groupe assez majeur, donc c'est cool. Allez écouter, il y a des trucs très cool qui ont un peu vieilli et tout, mais c'est du rock psyché au mélange des genres. Mais il y a quelque chose d'assez touchant
Le groupe aussi à l'époque est assez contestataire, choisit notamment de faire un morceau, alors je sais plus exactement, je vais pas dire de bêtises, je crois, pour vous dire, oui, je l'ai encore ouvert là, je sais plus si c'est un album ou un morceau, mais il y a un truc qui s'appelle Song of Allah, donc sortir ça aux États-Unis en 72, je crois, ou en 76, faut être couillu. Hein. C'est un délire. Ouais, faut être couillu. Bon, le 11 septembre était pas passé par là encore et tout, mais voilà, donc c'est aussi un groupe contestataire, etc. Et Bill Walton traîne avec eux très souvent. Et Grateful Dead, c'est très intéressant. C'est un groupe qui est donc... Voilà, là c'est encore Burkmanu, je crois que c'est un des survivants du groupe, parce que ils sont vieux maintenant, il y en a pas mal qui ont disparu, mais voilà, ils ont partagé avec plein le de fiston photos Luke. avec le fiston, etc. Il a emmené notamment, un peu à la Rodman, qui a emmené ses potes voir Pearl Jam, il a emmené toute l'équipe de Boston 86 à un concert. Bien sûr. Ça j'aurais bien aimé être avec lui. Larry Bird et McHale qui comprennent rien, mais qui participent à l'aventure, quoi. Danny Henge là-dedans et tout, laisse tomber Paris. Big Chief. Bien Lui, il sûr. devait kiffer, je pense, Grateful Dead. Bien sûr. Mais donc voilà. Et Grateful Dead a plusieurs... c'est un groupe assez central de la musique américaine, mais pas seulement. Donc c'est un des groupes... Là, ils ont eu en plus un regain de mode ces derniers temps, depuis 15 ans, on va dire. Notamment parce qu'il y a plein d'archives, je vais y venir. C'est l'un des groupes les plus écoutés. Je crois même que j'avais trouvé ça. Je crois que c'est top 3. Encore aujourd'hui, avec Elvis, c'est le panthéon. Des groupes les plus écoutés, ouais. C'est pas si écouté à l'étranger. Aux États-Unis, c'est plus important encore qu'à l'international. On se rend peut-être pas bien compte et tout. Et c'est surtout un groupe un peu propre à ces années de révolution culturelle, mais aussi, on va dire, un peu geekos de la culture geek, parce que le groupe est de Palo Alto. Et Palo Alto, pour ceux notamment qui ont fait des études de com, ou ceux qui sont en train de faire, c'est un nom qui parle, parce que c'est le début de... Il y en a qui connaissent Palo Alto, là je pense. Palo Alto, c'est une ville de Californie, en Silicon Valley, mais là aussi où sortent plein de théories de communication, sont étudiées certains domaines, le networking, tout ça et tout. Voilà, Palo Alto Network, c'est l'une des premières villes où il y a ça. Ok. Et c'est un peu là où... Il y en a qui disent Apple, etc. Cisco, ouais, c'est vraiment une des villes de la Silicon Valley. Et pour Grateful Dead, il faut savoir que... Alors, il y a 23 choses que vous ne saviez pas, par exemple. Tu peux mettre, je crois que c'est la 15e. C'est ça, numéro 15. Ouais. Vous pouvez aller voir, évidemment, si vous tapez 23 choses que vous ne saviez pas. On va vous montrer le 15 pour une raison simple. Je crois que c'est le 15. Ouais, c'est le 15. Ouais, ils laissaient, c'est le premier groupe soi-disant qui faisait ça. En fait, ils en avaient rien à taper de l'argent au point où ils laissaient les gens filmer et enregistrer tous leurs concerts. Alors, en soi, rien de révolutionnaire, sauf qu'à l'époque, ça se faisait pas trop. Puis c'est le début de ces technologies d'enregistrement, de caméscope notamment et tout. Et eux laissaient les gens filmer tout ça. Oui, la 15e va vous surprendre, mais voilà, piratage autorisé. Et il se trouve que, c'est pour ça que tu peux mettre l'onglet suivant, pour pas mal de gens, alors là je vous ai pris un article français, mais on trouve ça dans pas mal de trucs de la sphère geek, les magazines comme The Wired, pour ceux qui connaissent et tout, c'est une thèse qui est vraiment répandue, que je connaissais pas moi. En gros, pour aller vite, ces enregistrements pirates, c'était beaucoup des geeks de l'époque qui, à la fois, c'était les débuts de l'informatique, c'était des étudiants de UCLA, de Californie et tout, qui commencent à étudier l'informatique, qui commencent à développer le tout début embryonnaire de l'Internet. Mais à l'époque, le mot n'existe même pas, c'est juste de l'échange des fichiers, du peer-to-peer, en gros, pour ceux qui ont la notion. Et il se dit que dans les premiers échanges de fichiers entre étudiants qui commençaient à bidouiller cette technologie, c'était des concerts, des enregistrements de concerts de Grateful Dead. Donc on retombe sur le groupe préféré de Bill Walton, qui était quasiment un membre à part entière du groupe. C'est les premiers échanges qui sont la base d'échanges peer-to-peer, un peu comme on le voit plus tard avec le téléchargement. C'est des images. C'est les premiers emules. C'est les premiers, on appelait ça des tapers, mais tape dans le sens enregistré. Bien sûr. Et les tapers, c'était les gens qui se disaient ah bah moi j'ai tel concert sur ma base de données, je l'ai enregistré, j'ai machin. Par exemple dans le Nevada. Ah oui, mais ça peut pas être encore sur disquette. Non, même pas, c'était juste enregistré. Bah, ils cherchaient à comment se les échanger. Et c'est par la volonté de se les échanger qu'ils ont bossé sur jusqu'à devenir de l'échange de fichiers. Voilà, c'est la base embryonnaire de Napster. Donc c'était, moi j'ai un concert ils avaient des forums, ou l'équivalent. C'était aussi un des groupes qui demandait le premier on va dire l'équivalent peut-être même d'adresses IP auprès de certains étudiants, mais aussi des adresses postales, ils faisaient les deux, pour leur filer le principe de newsletter, à la fois en physique, mais aussi les premiers trucs un peu digitaux, c'est dedans aussi. Ils sont très liés géographiquement à la naissance de l'Internet, en fait, Grateful Dead. Donc ils envoyaient en fait, par exemple, des newsletters à leur manière, mais c'était par des premiers peer-to-peer, quoi. Ouais, c'est les étudiants créateurs d'Internet. C'est ça, les étudiants, pas eux, mais en fait, comme il fallait bien s'échanger des trucs pour vérifier que ça marche, les premiers échanges de données et tout, ça c'est aussi l'un des sound systems qu'ils ont fait, qui était à l'époque une prouesse technologique, parce que autour d'eux, il y a les premiers ingénieurs. Alors à l'époque, c'est pas encore Dolby Surround et tout, mais il y a les premiers mecs qui développent tous ces trucs-là. Ah, bien sûr. Et comme vous le savez, quand par exemple, si on va échanger un fichier pour tester, pour vérifier un truc, bon bah tu mets ta passion. Les mecs s'échangeaient ils se disaient,
Les premières connexions, c'est genre, moi j'ai un concert à San Diego, ok, moi j'ai un concert à Los Angeles, comment on fait ? C'était à l'ancienne, comme quand nous on a échangé sur clé USB Usher _ myboo _ 3.mp4 et tu l'échangeais contre un fichier d'un autre, quoi. C'est la Californie, fin des années 70, etc. Et tout. Lui est en plein dedans. Et autre chose assez marrante sur Grateful Dead, c'est qu'à force de traîner avec eux, en gros Bill Walton, parce qu'ils deviennent amis, hein, là, 800 concerts si t'es pas pote. Le mec dit on est amis, ils traînent ensemble en dehors des concerts et tout. Et les mecs, alors ça je sais pas exactement dans quelle mesure, mais de ce que j'ai lu et compris, c'était pas forcément des fans de basket, c'est parce qu'ils se mettent à être potes avec. Puis en plus, Bill Walton devient champion NBA. Les mecs disent attends, on traîne avec un champion NBA, il faut quand même. Moi, si je deviens pote avec Michael Phelps, il y a moyen que je me mette à la natation. Voilà, donc logiquement, les mecs se mettent à avoir des matchs. Parce que là, vous me suivez. Ils vivent, donc c'est un groupe en Californie. Oakland. Et ils sont plutôt au nord de la Californie. Et entre-temps, est drafté en 89, je vais vérifier ça tout de suite. Sarunas, donc un joueur lituanien, Marčiulionis. Les gens voient Sarunas Marčiulionis, je sais qu'il y en a plein dans la commune qui connaissent. Si vous voyez les Eurostep, notamment de messieurs Manu Ginobili ou de James Harden, il faudra demander à Sarunas Marčiulionis les règles réelles du Eurostep parce que c'est un des précurseurs. Je crois que c'est 89 ça draft, mais je vérifie ça tout de suite. Tac, Warriors 89-90. Sacré Sarunas. Ouais. Entre-temps, haute connexion. Donc lui, il est drafté par les Warriors. Voilà, dans les années. Autre-temps, parce que Bill Walton joue aussi des compètes, va avoir plein de matchs de basket. Il est très ouvert. Il est notamment là-dessus très pote avec Don Nelson, par exemple. Bien sûr. Parle de basket mondial. Et c'est l'un des premiers aussi qui voit, alors je sais plus où c'est exactement, mais qui dit Sabonis, c'est un truc de fou. Parce qu'il se reconnaît aussi dans Sabonis un tout petit peu, mais il dit il est encore meilleur que moi, il est athlétique. Il voit ça. Arvidas, je crois pas qu'il va en URSS, mais il voit Sabonis jouer en Europe. Arvidas, oui. Je crois qu'ils vont, pour les plus jeunes. Ils vont voir, je pense que ça doit être à Madrid, quand ils jouent au Real, ou ça doit être les matchs des Russes sur le continent américain. Mais il piche Sabonis tout de suite. Au point où, regardez, l'introduction au Hall of Fame du papa Sabonis, c'est Bill Walton. Voilà. Juste ici, c'est hommage à hommage. Pour les gens qui connaissent évidemment Arvidas Sabonis, big man, athlète, extraordinaire avant les blessures, capable de contrer, dunker sur la gueule de David Robinson et un jeu de passe exceptionnel. En fait, c'est un peu les deux mêmes, mais séparés par l'océan, quoi. Ouais. Et avec pareil le avant-après des blessures. Mais bien sûr. Mais Bill Walton est là à dire heureusement pour vous qui s'est blessé. Il disait aux joueurs, mais vous comprenez pas quoi. Vous comprenez pas. Je crois il y a une anecdote, je crois que c'est David Robinson ou un truc comme ça qui dit ça. Je crois. Qui lui dit il lui met aux Jeux Olympiques, il lui met Ménère. Et Robinson lui dit mais c'est qui ce mec ? Et Bill Walton lui explique un peu. Il lui dit il va venir en NBA sans doute. Enfin s'il vient en NBA vous êtes dans la merde. Quoi. Un peu trop tard. Il est venu trop tard. Donc tout ça fait qu'il y a une espèce de collection. Alors on suit Bill Walton, Lituanie par Sabonis. Grateful Dead, Oakland, draft de Sarunas Marčiulionis. Donc les mecs du groupe sont un peu dans le basket et voient un peu par Marčiulionis et tout que y a du basket en dehors des États-Unis. C'est sympa. Voilà, ça s'arrête là. Sauf que arrivent les JO 92. Donc là on est dans, je vous dis, on arrive fin des années 80, début des années 90. Et en gros, vous allez comprendre où je veux en venir. Ils ont ce qu'on appelle un attaché de presse, le groupe, qui sait que c'est des mecs cool et qu'ils aiment un peu le basket parce qu'ils sont potes avec Bill Walton et que Bill Walton, alors je sais pas dans quelle mesure il sait que Bill Walton est pote avec la Lituanie, mais il se trouve qu'il y a un article dans la rubrique sport des journaux à ce moment-là qui explique que la Lituanie qui vient d'avoir, puisque c'est la chute de l'URSS, en fait ils sont qualifiés pour les JO, ce qui est un truc de ouf, mais qu'ils ont pas forcément les moyens de la pépette pour voyager, pour l'équipe, tout ça et tout. Et le gars de l'attaché de presse, on va dire, du groupe, se dit tiens, je vais quand même montrer ça au groupe parce que c'est un truc qui pourrait les intéresser. Et le groupe, alors à ce moment-là, il n'y a pas que, mais en gros, en Californie, par l'intermédiaire de Marčiulionis, se lève un crowdfunding et on retrouve d'ailleurs un peu Internet, tout ça et tout. Donc il lève un peu de thunes pour la Lituanie et ils envoient le groupe. Alors tu peux taper peut-être un truc pour une étape nécessaire. Tu peux juste taper Grateful Dead T-shirt. Bien sûr. J'ai oublié cette case-là. Le groupe, en fait, avait comme signe distinctif ce design et appelait leurs fans des Deaders parce qu'il y avait cette tête de mort sur par exemple celui-là, sur des t-shirts complètement psychés. Donc ça, par exemple, c'est pour ça que je vous montrais avant. C'est pas trop Bill Walton. Voilà, c'est ça Bill Walton portait ce t-shirt, c'est les t-shirts, c'est le design de Grateful Dead. Et du coup, connexion assez improbable, ils demandent par soutien, ils disent on va faire un truc marrant, on va leur envoyer des t-shirts avec notre tête de mort, mais pour l'équipe de Lituanie. Et d'où la connexion se fait comme ça, et on arrive à ce t-shirt que vous connaissez sans doute, de la Lituanie 92,
Tu l'as quelque part, je crois. Bon, on est quasi sur ça. Enfin, on est quasi tie-dye. C'est pas celui-là, mais on est quasiment. Je vais essayer de le retrouver. L'image est incroyable quand il. T'inquiète, vas-y, continue. Là, t'en as plein de Bill Walton. Et donc, en gros, c'est par le lien peu ou prou Bill Walton. Il y a Don Nelson aussi dans l'histoire, puisqu'il est coach de Marciulonis, qui lui aussi est fan de Grateful Dead et tout. Et donc, la Lituanie reçoit ces t-shirts et se disent mais ils sont trop cool et on va mettre les t-shirts pendant les JO parce que de toute façon on n'a rien d'autre à se mettre, on n'a pas d'équipement officiel et tout, et du coup pour la blague entre guillemets qui va trop loin, la tenue officielle de l'équipe de Lituanie, comme Bastien va vous le montrer pendant les JO de 92, c'est des t-shirts de groupe de LSD quoi. Ils jouent avec ça, enfin ils jouent pas, c'est leur shooting shirt on va dire, mais pas que ça se dit pas comme ça, c'est leur tenue de t-shirt. Il faut voir la photo où ils reçoivent la médaille parce qu'ils tapent le bronze en plus. Ah, bien sûr, avec cette tenue. Ça. Avec cette tenue, et c'est parce que de peu ou prou Bill Walton quelque part a introduit les membres du groupe au basket qui du coup ont été sensibles à la cause de Marciulonis parce qu'ils sont mis à mater un peu plus les Warriors, etc. Bien sûr. La connexion est là quoi. Non mais c'est énorme. Moi cette photo évidemment elle est iconique parce que quand je l'ai aperçue il y a quelques années, elle était pour moi impérative dans le gros bouquin orange que vous connaissez certainement et qu'on a sorti ensuite, parce que la story est complètement folle. D'ailleurs ce style est revenu là il y a quelques années un petit peu dans certaines boutiques. C'était complètement dingue. Il faut imaginer, parce que là, évidemment, c'est très bien expliqué là par Simon, remettez dans le contexte actuel. C'est-à-dire que imaginez que là, on va avoir une galère avec alors, il faudrait un joueur, par exemple, yougoslave à Toronto, d'une ex-pays Yougoslavie, ils ont pas de thune et Drake envoie et les mecs se mettent à jouer en OVO. Tout à fait. Je sais pas comment dire. Ou même en France. C'est-à-dire que si tu te retrouvais là, soudainement, avec la France qui essaye d'avoir une équipe compétitive dans un sport, mais qui n'a pas les moyens parce que c'est trop galère et que le sport est de niche. C'est compliqué. Par le contexte géopolitique, c'est compliqué. Et que soudainement, tu as un grand artiste français qui commence à dire crowdfunding, foncez, allez-y. Tout le monde commence à mettre des sous et cette tenue va devenir mythique. Et puis à l'époque, quand on sort de la guerre froide et tout, envoyer des sous à des Lituaniens. Énorme. 3 ans avant, c'était encore l'URSS. En train de se foutre sur la gueule. N'oubliez pas le contexte, quoi. Bien sûr. Là-dessus, en gros, voilà l'histoire. On va pas. Mais c'est assez. C'est extraordinaire. Moi, je voulais rendre hommage à Bill Walton par ça, même si c'est pas lui directement, parce que il y a quelque chose je trouve de beau dans cette histoire. Mais oui. De solidarité. Enfin, c'est con, rien l'humanise, je veux pas, voilà. Et je pense que Bill Walton aurait aimé, plutôt que d'être triste, qu'on raconte ce genre de trucs, qu'on écoute du Grateful Dead, qu'on revoit. Il y a un docu sur YouTube, il est gratuit, qui s'appelle The Other Dream Team. Bah oui. Parce qu'en fait, c'est l'autre grosse histoire des JO de 92. Allez le voir pour rendre hommage à Bill Walton, je pense. Foncez voir ça si vous l'avez jamais vu, quoi. Donc c'est l'autre Dream Team, The Other Dream Team. 92 dans YouTube et puis c'est parti quoi. Complètement. N'hésitez pas à aller checker tout ce qui se fait sur Bill Walton. Moi j'ai grandi notamment en ayant des documentaires que vous pouvez retrouver même gratuitement sur YouTube. Il y a des Sports Century. Il y a du sur YouTube Sports Century, tu peux mettre même aussi de Bill Walton avec des 50 minutes. Oui, il est là. Où on voit vraiment comment ça se passe. Tu vois, tu as 1h30 sur ça. Docu, il est dispo. Mais on voit parfois le côté des athlètes qui de plus en plus disent il y a le basket, certes c'est sympa, mais on essaie d'avoir aussi un impact au-delà des terrains et pas juste s'arrêter à ma carrière de 10-15 ans. Faut comprendre que si vous voyez demain débarquer un joueur qui a été le plus grand joueur universitaire avant d'arriver chez les pros, qui arrive chez les pros, qui comme on l'a dit là débarque à la loterie là, ça termine soit à Atlanta si vous voulez, soit à Washington, et avec les Wizards, il nous emmène les Wizards dans 3 ans sur le toit de la NBA en étant le MVP, puis ensuite le MVP des finales. C'est ça. C'est-à-dire le niveau de domination. Bonjour Washington, bravo, vous avez tout remporté. Et derrière, ce même joueur qu'on va voir là et qu'on va suivre sur les réseaux va se fracasser la gueule, on ne va pas le voir pendant longtemps, il va nous dire que il y a une planète pas très très loin qui abrite d'autres humains. On va le prendre pour un fou absolu. Il va nous dire que tout est une question d'alignement de planètes. On va le caster en dehors de la société pour qu'il devienne ensuite un des plus grands commentateurs de l'histoire et qui va aider d'autres pays à... la phrase complète n'a aucun sens. C'est ça qui est génial avec Bill Walton. Il est plus grand que ce qui est prévu dans la vie. Il est plus grand que... C'est assez... Voilà, moi je suis content de vous transmettre ça et de parler de ça parce qu'il y a le côté effectivement pionnier, il y a le côté esprit libre. J'insiste, mais il faut voir l'époque, on n'était pas en 2024 à l'époque, on est dans un vieux monde où les lignes de tension, notamment entre les États-Unis et le bloc de l'Est, notamment entre les personnes de couleur et les personnes blanches,
notamment entre plein de choses. Les musiciens, les sportifs, enfin tout est encore très dans des cases. Ouais. Et lui, mais il se faisait un malin plaisir de faire du Rubik's Cube, quoi. Ah, mais il y a aucun respect pour les convenances, les trucs et tout. Et le pire, c'est qu'il donnait là où je pense que des gens pourraient avoir ça avec une énergie négative. Et du coup, paraître un peu bizarre, comme tu vois, ou gênant. Lui arrivait à donner envie aux gens de faire un peu à leur niveau pareil, de se dire mais en fait il a raison, en fait un peu plus de liberté, un peu plus d'ouverture d'esprit, un peu plus de main tendue, un peu plus de rapprochement entre des choses qui ont a priori rien à voir. Et lui était là genre, évidemment vous avez dit, le mec faisait des interviews en parlant de tout sauf de basket, donc c'était l'idée que tout m'intéresse dans ta vie et pas uniquement tes stats ou le basket en toi. C'est même pas l'humain, je trouve, c'est encore autre chose. C'est l'univers, parce qu'on va le voir. Lui, il parle niveau univers, hein, Bill Walton. Il parle au niveau stellaire. Là, il est rentré chez lui, en fait. Il est pas mort. Hein. Non, mais on va le retrouver. C'est téléphone maison. Quoi. Mais bien sûr, mais on va le retrouver. C'est une planète à lui seul. C'est ça, c'est un astre. C'est une planète à lui seul. Quand il est décédé, c'est la phrase qui m'est venue et que j'ai balancée. Comme je te l'ai dit avant qu'on tourne cette émission, moi, c'est un regret profond. J'ai la chance, en réalisant moi notamment mon rêve, de pouvoir discuter avec des joueurs, avec des légendes NBA. Je commence à avoir un bon panel là, entre les Kobe, les LeBron, les machins, les Kareem Abdul-Jabbar. J'ai pu rencontrer du beau monde. Ne pas avoir vu et discuter juste de vie avec Bill Walton, moi c'est un truc que je n'aurais pas, et c'est pas grave, c'est comme ça. Il a déjà beaucoup contribué dans la vie de milliers de gens, mais je pense que la phrase qui moi m'a le plus marqué sur ces derniers jours d'hommage, c'est que le monde est un peu moins meilleur sans Bill Walton. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre là. Il y a quelqu'un sans doute. Un peu moins meilleur. Pas moins intelligent, pas moins... Si on parle d'empathie, de bienveillance et de la façon dont on voit les autres, Enfin, je veux dire, si c'est ça, les photos dont on se souvient de vous, notamment à la fin de votre vie, enfin, je veux dire, c'est des photos des diaporamas et extraordinaires. Il y a du sourire dans tous les sens. C'est la vie, quoi. C'est la vie, mais dans tout ce cas-là il s'en bat les reins, quoi. Tu vois, je veux dire, la vie, c'est une balade en bateau. C'est génial. Non, vraiment, il a été... Tu vois, il se tape des barres avec un Abdul-Jabbar. Il y a eu quoi d'autre comme photo, là ? Il y a lui avec John Wooden, évidemment. Beaucoup de déclarations avec John Wooden. Ouais. J'ai retrouvé le lien, je veux préciser, c'est effectivement... Non, mais c'est ça, je relisais là le truc de lien avec le t-shirt. C'est Donnie Nelson, j'ai dit c'est le fils, c'est Donnie Nelson. Oui. Il fait le lien parce qu'il est assistant coach avec Martialis et tout, mais c'était bien ça. Et je relis qu'on n'a rien oublié. Non, pardon, parce qu'on va finir sur Bill Walton. Je suis un peu... C'est quelque chose de... Ben, je comprends, c'est émouvant parce que c'est... Ouais, et puis il avait une façon aussi, je pense, de... Tu vois, ça fait penser un peu à Craig Sager, pour ça. Ouais. Il y a le côté, parce que là on parle du commentateur et tout, mais il y a quelque chose d'extravagant, mais qui est derrière, et plus parce qu'on pourrait s'arrêter à ouais, c'est un hippie, mais des t-shirts qui ressemblent à des dessins d'enfants dans un programme, tu vois, d'éveil par l'éveil musical, là où je sais pas, enfin dire des t-shirts, c'est n'importe quoi. Mais je pense que lui, moi je voulais faire ça pour pas le résumer à ça, parce que j'ai compris en lisant que c'était plus que ça. C'est l'apparent. Il a vraiment été loin dans ouvrir les yeux aux gens de pas être des connards, en fait. Complètement. Vraiment, quoi. C'est ce qui ressort de ça. Pour finir, peut-être, parce que ça va être trop long en plus, et puis il y a un petit dessert quand même. Ouais. Moi, il y a un extrait que j'aime beaucoup, parce qu'il disait aussi que Bill Walton, parfois, fallait quand même le recadrer. C'est bien gentil, hein, tout ça, mais et que des fois, en plein match, le mec, non, tu sais, avant, les animaux. Celui-là, je veux qu'on le montre. Oh putain, oui. C'est les deux derniers trucs que je veux montrer. Il y a un match, donc lui commentait beaucoup de matchs parce qu'il était à UC, universitaire. Alors, comme en NBA, mais c'est encore mieux. En université, on a donc les Bruins, donc des ours pour UCLA, qui jouaient par exemple je sais plus, l'Oregon, je sais plus. Ouais. Les Huskies, donc Huskies, ça doit être Yukon, hein, pour moi. Hein, les Huskies, peut-être, oui. mais peut-être pas. Attends, je dis des conneries. Huskies. Bon, il y a plein de J'ai envie de dire Yukon, mais je suis pas sûr. Attends, Yukon, Huskies. Huskies Pac-12, parce qu'il y a une équipe de Pac-12 en Huskies. Washington Huskies, excusez-moi. Ah, Yukon Huskies aussi. Tiens, oui, c'est marrant. Oui, Yukon, mais il y a plusieurs. Oui, c'est vrai qu'il y a des Huskies un peu partout. Il y a plusieurs même. Ouais. Et là, il parle de bataille entre. Donc là, c'est ceux de Washington, je pense. Et donc là, il dit quoi ? Que la bataille entre un Husky et un Grizzly. Ça, c'est bien un truc de Simon. En fait, premier degré, le mec dit. En fait, c'est un match entre les deux équipes qui ont pour surnom des animaux. Et lui, il est en mode, c'est qui le plus fort, l'éléphant ou l'hippopotame, mais pas les noms d'équipe, les animaux. C'est les animaux. Et donc lui, il te dit, quand un ours affronte un husky. Un husky, pardon. Je cherchais à traduire husky, tu vois, la fatigue.
Et bah vas-y, mets le. Bah, je vais le mettre, mais ouais. imaginez avec Simon qu'on commente un Kings Rockets et qui dit si tu mets une fusée versus un roi, qui c'est qui gagne? Ouais, Ça, la on fusée, peut dire la fusée, elle a par exemple une grosse force de propulsion, mais le roi, il a quand même, tu vois, il a un lien avec Dieu normalement. Donc à un moment. Je monte l'extrait. Est-ce que vous avez déjà vu un husky et un grizzly se battre? Et il est sérieux, hein. Mais Dave Page n'en peut plus là. Et donc en gros, ce qui se passe en général, c'est que le chien tourne autour de l'ours au Oui, début. bien sûr. Et Mais l'ours, donc lui, il va juste mettre le coup de patte. il va tout tabasser et Mais il retombe sur ses pattes, il c'est le cas de retombe le sur dire. ses pattes, ouais, tout à fait, parce qu'il dit justement, eh bien voilà ce qui se passe dans le match, quoi. Donc en gros, les Huskies de Washington vont tourner autour du UCLA, qui à un moment va dire moi je suis un ours, je vais mettre le run qu'il faut dans le 4ème quart-temps. Et il y a 24-14. Et tu vas prendre ton coup de papate dans le 4ème et tu vas perdre, c'est un génie. Non, Je suis désolé, c'est un génie. Il est génial. C'est typiquement le genre de truc qu'on aurait pu faire. C'est commenter un match entre les Hawks et. Donne-moi, c'est quoi le meilleur match pour. C'est Hawks Grizzlies. C'est quoi la bataille la plus. Attends, parmi tous les surnoms, ce sont les. Je suis content de rendre hommage à Bill Walton comme ça. Moi, je trouve que Attends, les Pistons ou Non, les Clippers? c'est des voitures. Les voitures ou les bateaux? Les voitures et des bateaux, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que j'avais pas pensé les moyens de transport. Donc il y a une. Moi déjà, je ferais une NBA par type de. Donc t'as les moyens de transport. La conférence moyens de transport. Clippers, Pistons, Pacers. J'en oublie. Rockets, c'est un moyen de transport. Rockets. Oui, c'est un moyen de transport. C'est quoi le plus fort? C'est un guerrier ou un sorcier? Attention aux Wizards. Bah, c'est ce que j'allais dire. Le Kings Wizards, c'est un peu Game of Thrones, tu vois. Le Kings Wizards, Warriors, Cavaliers, c'est du mi-Taro, mi-Game of Thrones. Moi, j'aime bien. Chaleur ou Thunder? Ah, pas mal. C'est vrai qu'il y a la météo. Donc il y a un éclair, il y a de la chaleur. On en oublie, non? Les Knicks, du coup, c'est chelou parce que c'est pantacourt littéralement, le Knickerbocker. Mais c'est devenu autre chose. Donc il n'y a pas d'autres vêtements. Non. Moi, je maintiens que, au contraire, parce que là où c'est fort, à la rigueur, pour aller plus loin que Walton, j'allais dire, c'est presque facile de faire Wolves Bucks. Ah, il y a les Suns aussi, pardon. Ouais. Ah, il y a les Suns. Ouais. Mais quand tu dois commencer premier degré à te demander qui gagne entre Rockets et, par exemple, Hornets, faut imaginer une bataille entre un moustique et une fusée. Et là, si tu retombes sur tes pattes, t'es fort. Je pense que c'est celui-là le pire. Le Rockets, ça n'existe pas. C'est le truc le plus microscopique contre le truc le plus. Rockets Hornets. Démerde-toi avec ça. Quoi. Je regarde ce que disent les gens. Les Raptors. Oh oui, j'ai les oublié. Raptors. Raptors Jazz. Qu'est-ce que. Faut imaginer un dinosaure qui écoute du jazz. Je sais pas comment tu fais quoi. Je pense que le jazz gagne. Sur le dinosaure? Parce que je pense que le dinosaure s'endort. Non, moi déjà j'ai une théorie. Si on joue à ça, tous les animaux gagnent. Forcément. Non. Animaux contre trucs inanimés. Bah si, il y a la vie dans. Bah si. Ah bah moi je prends un sorcier, mon gars. Sorcier, c'est animé. Pour moi, déjà, les trucs fixes perdent contre les trucs animés. D'entrée. C'est-à-dire que Pistons, tout ce que tu veux, de Hornets à. Qu'est-ce qui est animé à Wizards. Tous les animaux, plus les personas, ça gagne contre les voitures, les fusées. Les machins. Après le soleil, je sais pas, parce que le soleil, c'est un. Bah ouais, non, faut être logique. Non, mais ce qui me fume, c'est que t'as toute une théorie autour de ça, alors que moi, c'était juste une impro à te demander ce qu'on allait faire. Bah non, c'est les Suns qui gagnent au final. Il y a quoi de plus fort que le soleil? Bah. Rien. Là, en tout cas, dans le bestiaire NBA, rien. La magie? Parce que la fusée. La magie, tu vas sortir un lapin d'un chapeau. Je te fais une éruption solaire, mon pote, tu vas faire quoi? J'aime bien Garcimore ou David Copperfield, mais le soleil. Les Nuggets perdent de fou, c'est des pépites d'or. Les Nets, c'est des filets. Ouais, non, tu peux rien faire. Genre, tu vas à la pêche. Ouais, ou tu fais une asso avec les Clippers. Ceci dit, ouais, comme ça, voilà, t'as les filets de pêche. Et tu peux, quand c'est les Wolves qui de temps en temps jouent, bah ils l'ont pas fait du longtemps, ils jouent un truc poisson, je crois. Ils ont un maillot throwback poisson. Ah bon? Ouais. Ah, parce que c'était le Lakes? Parce que c'est les Minnesota ils ont Lakers. Les Huskies, c'est les. Attends, Wolves, comment ça s'appelle? Bah, c'est les Lakers. Non, il y a les Wolves. Putain. Ouais, là tu vas tomber sur des. C'est quoi? Wolves Fish? The fuck? Non, ouais, si je tape juste ça. Ah, Spurs, c'est pas chaud. Ah ouais, Spurs, c'est vraiment. Jersey, alternative. Spurs, on va pas loin, les gars. Parce que du coup, non, mais bon, c'est pour la blague. Un match, les filets contre les poissons, mais. Je te jure, les Wolves. Oh, faut faire des 2 versus 2. J'aime trop Game 6. Exactement, faut faire des 2 versus 2. Quelqu'un sait dans le chat, je vous jure, les Wolves, à un moment, à l'époque Rubio, Pekovic, ils ressortent. Poisson. Si, ils ont un. Quoi, poisson? Ils ont un maillot bleu, c'est tout. Brochet, comment on dit brochet en anglais? Un brochet? Ouais. Basse. The fuck? Comment ça, brochet? Ils ont joué 2-3 fois avec, mais bon, bref. Pike?
Minnesota Pike. Je sais plus. Mais les Wolves, ils avaient sorti un maillot poisson à un moment. Mais il y a 15 ans. Ok. J'ai perdu Simon. C'est le moment d'addition. Non, mais alternative basse. Parce que j'avais pas pensé à ce maillot depuis une éternité. Je peux pas te croire une seconde. Il y a eu un maillot. Tu vas les perdre. Je crois. Non, mais je vais mettre trop de temps à le retrouver. Au pire, je le tweeterai. Vas-y. Tu le tweeterai. Pour moi, c'est le seul. C'est une ref à la ABA. C'est vrai, donc quelqu'un me back là-dessus. Simon, c'est une ref à la ABA. Non, je sais pas. On verra. C'est peut-être une ref à la ABA, mais ils ont joué avec un brochet ou un poisson de lac là, un peu balèze. Il faudra qu'on fasse des 2 versus 2. Je retiens l'idée. Il faudra qu'on fasse un 2 versus 2 des Les Shanghai Sharks, c'est vrai que... Il faudra qu'on fasse un 2 versus 2 des noms des équipes NBA. Ou une tier list. Ouais, ou un truc, trouve-moi ça, on va faire ça, on va s'amuser pour une... Tu fais des combos. Non, mais Bill Walton, voilà, pour l'hommage très complet, renseignez-vous sur Bill Walton. Évidemment, foncez, tu vas perdre, t'inquiète. Ouais, non, je réfléchis en même temps. Tu peux mettre le truc des astres, justement. Enfin, le truc de dernier hommage à Bill Walton, dernière petite vidéo. Donc là, c'était la bataille, on a digressé de ouf, je suis désolé. Non, mais je t'en prie. Animaux... Et ça, de quoi s'agit-il? Et donc ça, en un autre match où en gros il va expliquer à son pote Dave Pasch, que vous avez vu tout à l'heure, qui était son acolyte le plus souvent quand il commentait des matchs, je crois que c'est sur ESPN. Ah, c'est les Muskies, Minnesota Muskies, Minnesota Muskies, c'est peut-être ça. Pendant ce temps, j'écoute l'extrait qui nous explique. I don't know. You may think that it goes like this. This is a piggy bank, by the way. No, it goes like this, okay? And it's not an oval, it's an elliptical. Je vais le montrer. Merci le chat. Ils sont très très forts le chat. Il y a eu en effet, je vais essayer de le taper. Il y a eu en effet un Derrick Williams, c'était qui lui? Je sais plus. Et JJ Barea. Vous êtes très fort. Ouais. Et c'est Muskies, c'est un brochet, non, en gros. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire quoi, Muskies, je sais même pas. Quelle horreur! Regardez-moi ça. Ils ont joué avec une carpe. Quelle horreur absolue. Les Minnesota Muskies, mon gars. Je sais même pas ce que c'est en fait. Ouais. L'horreur absolue. Merci le chat parce que j'aurais jamais retrouvé le nom. Il perd toutes les battles. Bon alors, je sais pas comment après digression, brochet, que se passe-t-il avec la planète Terre, mon cher Simon? Alors oui, parce que les astres et tout ça, donc là on passe au dessert. Ouais, un peu, mais ça va. En même temps, quel meilleur moche à Bill Walton que de perdre le film. Ah bah bien sûr. Donc vous avez vu, moi pendant ce temps-là, je vérifiais mes brochets. Mais donc oui, l'autre il t'explique en gros les astres, tout ça et tout. Il a eu d'autres sorties sur les astres. Bien sûr. Du coup, moi je me suis dit tiens, le Zodiac. Et d'un coup, je me suis rappelé qu'il y a un compte Twitter X maintenant. Ah, tu passes au dessert. Allez. Ah bah non. Let's go. Ouais. Bah vu que tu fais la transition, c'est parti. Ah ouais, moi. Alors, Kyrie, sur Twitter, c'est en quoi? PLS, ouais, effectivement. Bah, vas-y, affiche-le. On va y aller tout de suite. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? On va faire ça comme ça. Juste spoiler avant. Toi, tu connaissais pas? Je ne connaissais pas et je n'ai pas regardé parce que j'ai envie de découvrir ça avec vous. Mais quand Simon m'a parlé de ça, j'ai explosé de rire. Boum. The Zodiac GM. Alors, c'est pas un petit compte, hein. De quoi s'agit-il? 17 000 abonnés quand même. De quoi s'agit-il? En gros, alors tu as un tweet épinglé, je crois. Oui. Tout de suite au début qui résume la philosophie. Encore, voilà. L'astrologie, c'est mieux que les analytics. Ok. Est-ce que vous êtes beaucoup à connaître dans le chat? Zodiac GM. Je pense pas tant que ça, même GM, franchement. Zodiac GM, déjà, rien que le nom est extraordinaire. Nope. Ah bah vous allez comprendre. Alors vous allez comprendre. Donc en gros, c'est un compte, je sais pas combien ils sont derrière et tout, mais qui dit que la NBA va s'analyser sous l'horoscope. Tout simplement, disons ça comme ça. Comme ceux qui lisent les horoscopes, vous voyez ce que c'est. En gros, aujourd'hui, la santé, tout ça et tout. Et donc, selon les énergies, les auras des différents signes des joueurs, on peut se dire que tel ou tel trade va être un échec. Alors lui, c'est pas parce que les stats avancées t'expliquent que Lavine et DeRozan, c'est pas compatible. Il va te dire, non mais Lavine, il est taureau, l'autre, il est cancer, oublie, mauvais trade. Bah là, je vous jure que c'est ça. Mais Zach LaVine formerait un super duo avec Anthony Davis, A+. Pourquoi? Parce que Anthony Davis, c'est un poisson ascendant. Avec sa lune en scorpion. Ouais. Oui, ascendant. Et lui, c'est un poisson... ascendant cancer. Et qu'en gros, c'est des duos à la Curry Draymond de Kitch Murray. Il s'appuie pour ça. Qui crée des comptes comme ça, franchement? C'est pas moi derrière. Et si, c'est Simon Clan. Et c'est peut-être le compte préféré de Kyrie. Et en fait, alors c'est génial parce qu'il y a des tweets très 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 souvent. Tu peux regarder, je crois qu'il y a le nombre de tweets en haut. Pour vous dire la dinguerie du truc. 5900. Hein. Ouais, voilà, donc il y a de quoi y aller. Non, mais regarde là, par exemple, et il te prend les rumeurs de trade et il te dit, voilà, tel trade serait pas bien, il devrait aller plutôt vers ça, parce qu'en fait, 3 taureaux ensemble et un machin, ça va pas. Non, mais c'est. Et je pense qu'il a l'air premier degré.
Il parle de la draft, oui, par oui, exemple, des de premiers Zakidi. degrés. Il Ouais. dit ce serait très bien Oui. d'avoir ça parce que t'as Zakidi qui est taureau, Oui. Zach Williamson qui est cancer, Oui. McCollum qui est vierge. Ouais. Tu penses que c'est du troll ou c'est du vrai? C'est les deux. J'arrive pas à déterminer. Je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que. Mais comme en fait, l'horoscope, c'est un peu ce que tu veux voir. Si tu veux y voir complètement je de la te confirme. foutaise, voilà. Et il y a des gens qui, je crois, Malheureusement, il y a des gens. qui prennent ça très 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 au sérieux, voire pour des décisions comme. Non, mais j'ai déjà entendu des gens qui, vont aller voir dans les moments les plus compliqués de leur vie, quand ils savent plus quoi faire, vont voir entre guillemets une astrologue ou quelque chose pour aider. Donc je sais pas. Je sais pas cette question. Moi, je sais que le compte est réel, il existe, il tue toutes les 3 heures. Déjà, t'apprends les signes astrologiques des joueurs, parce que c'est pas forcément une info qu'on a. Ah non, mais c'est Et incroyable. moi, franchement, ça me fascine un peu parce que le mec fait ça bien. Je vous c'est montre. propre. Ah, mais c'est incroyable. Donc là, par le exemple, mec il te passe un dit- temps quand même, ça c'était il y a Là, il 3 te jours, dit hein. le meilleur move pour les Clippers, paradoxalement, c'est de faire venir Paul Mais- pour Westbrook. Et Tout que à fait. ce serait incroyable. Ce qui est super pour rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'il se base quand même sur l'actu. C'est-à-dire que c'est pas un truc. Là, il cite, parce qu'il y a eu un visuel fait par Ouais. Basketball Forever de Chris Paul s'y est retourné chez les Clippers. Et le mec, au lieu de nous dire potentiellement que ce serait super parce que les Clippers cherchent un meneur, il te dit non. Synergie à plus, talent à plus, Ouais, Prime c'est pour Pick ça. B+. Non, il y a un peu de troll quand même. Je pense, bien Bah, sûr. regarde, si les 4 trucs que tu prends, c'est Prime Pick, expérience et tout, mais il n'y a pas de défense et tout. Ouais, non, bien sûr. Arden, Vierge, Lune, Cancer. Putain, mais c'est n'importe quoi. Par contre, les signes et tout, j'ai vérifié. A priori, il donne les bons. Hein. Il va pas. Il Ah bah prend oui. la base, voilà. Mais descend, il y en a des. Je sais plus parce Ah, que le mais problème, ça- c'est comme il tweet tellement souvent. Il y a des trucs que j'ai vus il y a une semaine, ils sont passés déjà. Anthony Edwards, avec une énergie double fixe. Oui, parce Lion, qu'il est Lion et Aquarius Lion Verseau. et Verseau. Une partie de cette énergie lui permet d'avoir une confiance constante en lui-même. Ça peut être bien et pas bien. Alors franchement, c'est un... Il troll C'est aussi un troll. évidemment la manière de parler du. Tu sais, c'est comme. Bah là, le duo... Tu vois dans le Parisien, t'as l'horoscope et t'as genre, je dis n'importe quoi, Gémeaux, vous allez passer une bonne journée jusqu'à ce que le vent tourne, quoi. Il reprend un peu ces éléments de langage. Mais ce qui est marrant, parce qu'il y a toujours une part de incertitude, Bien sûr. middle, un peu genre en mode... ça peut être bien ce qui va t'arriver. Puis si c'est tu aussi ce que continues t'as envie bien, de dire, et c'est ce que t'as t'as envie de voir. ça, c'est de Bien la- sûr, c'est que de ça, c'est que de la Et psychologie là, il te inversée. dit justement pour toi, la fan des Kings, Ouais. le duo Jason Williams, Chris Webber, vraiment ça marchait très très bien parce qu'il y avait un poisson avec un scorpion. Quoi. Mais ouais. T'es quoi, Simon? Alors, merci. Ah quoi? Alors, mais moi j'ai pas du Alors, est-ce que toi aussi, on va jouer à ça? Parce que j'ai une suite dans la suite. Ah oui, là, tu savais pas, là, je t'ai préparé un dessert tout. du dessert. pas prêt. Non, là, Alors que moi en j'ai plus Bastien. l'astrologie, je suis en mode. Ouais. Alors, parce que je vais te répondre. Mon signe, je vais le donner tout de suite. Moi, je suis Balance. Je sais plus mon ascendant. Moi j'ai fait mon totem une fois. Putain, je sais plus. Moi je suis Je crois que je suis Gémeaux, ouais. ascendant Scorpion. Moi, je crois que. Moi, Je pensais jamais dire ça dans moi, je crois. putain de live Twitch. Je crois que je suis Balance, ascendant Sagittaire ou Capricorne, un des deux. Je sais Gémeaux plus mon lequel. gars, Ouais. 23 mai. Je crois que je suis Balance, ascendant. Vous êtes quoi vous? Le chat hein? Je sais plus. Mais on peut aller voir vite. Bon, on s'en fout de mon. Non mais je suis mort. Moi, Alors, par contre, une de mes vraies passions au premier degré, tu sais que moi, je suis un geek. Tu connais les Chevaliers du Zodiac ou pas du tout? C'est pas de ta génération, toi? J'étais un peu trop jeune. Mais tu visualises? Je visualise. Vous visualisez les Chevaliers du Zodiac, les gars? Enfin, le chat? Vite fait. C'est vieux, hein, c'est un manga des années 80. Gémeaux, Maxime, Dragon Ball, Gémeaux, ouais. ils sont là. Mais pour ceux qui visualisent, mais on va retomber sur les signes. Donc les Chevaliers du Zodiac, je te le fais vite. J'ai repris tu connais quand même un tout petit peu ou pas du tout? Non, vas-y. Mais tu vois, genre Seyar, tu sais qui c'est? Le Vas-y. héros des Chevaliers du Zodiac? Vas-y, montre. Bah toi t'as le. Oui, pardon, je vais. Vas-y, montre-le, t'as l'onglet. Dans les Chevaliers du Zodiac, en fait, il y a Athéna Je dois qui se taper quoi réincarne. Ah, je te l'ai pas envoyé, donc tu le sais vraiment pas. Pardon, tu me l'avais envoyé, excuse-moi. Ouais, C'était si, quoi? je crois que je l'ai vu. Et voilà, c'est ça, mais tu sais pas ce que c'est. C'est ça, affiche ça. Et remonte tout le temps. Ah, là, je suis tout en haut. Alors, descends un tout petit peu pour arriver à Steve Nash. Voilà, et What? tu peux afficher ça. ça date de 2010. Ouais, je vous amène. Alors, Athéna se réincarne et en gros, elle se bat contre d'autres dieux. Elle a des chevaliers, elle en a 88, qui sont classés par caste. Les chevaliers de bronze, qui sont les héros, parce qu'en fait, shonen, c'est ceux qui partent de plus bas et qui vont devenir de plus en plus forts. Ok, À la Naruto, tout ce que tu veux. C'est un des premiers shonen. Chevalier d'argent et chevalier d'or. d'accord. Les chevaliers d'or, ils sont que 12, comme les signes astrologiques. D'accord. Donc chaque chevalier est une personnification selon et de la foutaise et les astres et ce qu'on peut associer à un bélier, un taureau, un machin et du gloubi-glouba qu'a fait l'auteur parce qu'il met par exemple le balance, Oui. il représente comme c'est l'équilibre, il représente la philosophie Tao, du bien et du mal qui doivent s'équilibrer dans le monde, un Oui. peu Star Wars. Le bélier, lui, il fait de la télékinésie, il est très visionnaire, c'est le premier et tout, tu vois, parce que c'est le premier dans l'astre.
Toi, tu connais ça, c'est visuel? Tu connais les mecs en doré là, les chevaliers d'or? Absolument pas. Ok. Il y en a qui connaissent ou je suis tout seul là? Non, il y en a qui. Il y en a qui connaissent par l'aiguille écarlate, par la force de Pégase, ils ont les refs. Ok, d'accord. Pas de problème. En gros, dis-toi juste, toi, t'es Gémeaux, on arrive. Ah, ça, c'est en 2010. Ça, c'est en en 2010, mais on va jouer à ça maintenant. On va jouer à ça maintenant. Ok. Quel joueur pour quel signe? Tout simplement. Là, on s'en fout des chevaliers. Ceux qui ont les refs, c'est en fonction des chevaliers d'or. Parce qu'ils ont un peu des caractéristiques. Genre, le cancer, c'est un salopard. Et c'est un bad boy. Donc, il avait mis Ron Artest à l'époque, qui était le bad boy. Donc, pour chacun des 12, on va devoir donner un joueur actuel. Donc, selon ce qu'on pense d'un signe ou ce qu'on pense du truc. On peut se baser là-dessus. Le bélier, par exemple, lui, il dit que les béliers, dans les caractéristiques du manga, des chevaliers zodiaques sont un peu, normalement, les grands traits un peu caricaturaux, mais qu'on associe à chaque signe. Parce qu'il y a quand même, normalement, des grands traits de caractère ou de personnalité. Le bélier est plutôt leader positif, altruiste. C'est ouf. Ouais. Non, il s'est donné. Mais ça, c'est en fonction du. En gros, c'est quel personnage de Dragon Ball pour quel truc. Oui, voilà. Mais sauf qu'il y a un sous-texte avec les signes que je trouve pas mal. Alors, du coup, il faudrait faire quoi? Oh bah on n'est pas obligé, on pourrait. Non, mais attends, on peut impro, mais c'est quoi? C'est du coup. Parce que moi, je m'y connais pas trop en signe astrologique, c'est juste. Moi non plus, je m'y connais en chevalier zodiaque à mort parce que je connais tout par cœur. Ok, donc vas-y, présente-moi un des personnages et je vais te dire quel joueur c'est. Ok, alors par exemple, ton signe Gémeaux. Oui. Alors c'est intéressant parce que c'est le premier antagoniste du premier arc, de tout ce qui est l'arc du sanctuaire qui est en là-bas. Parce qu'en fait, il est un peu à la tête d'une conspiration où il prend la place du grand Pop, qui est en gros le pape du truc. Il tue un des chevaliers, mais il fait croire que c'est quelqu'un d'autre, et en fait, il est schizophrène, quoi, en gros. Il est tiraillé, il fait à la fois du mal et à la fois du bien, et en fait, d'un côté, il mène cette conspiration, il est à 2 doigts de tuer Athéna, mais à la fin, il se suicide quand il a compris tout le mal qu'il a fait, il a une rédemption de ouf et tout, quoi. Et il est hyper puissant, Saga. Et en plus, il a un frère caché, tu vois, ils en ont fait un peu beaucoup avec les Gémeaux, mais en gros, il a cette double personnalité. KD. Non, KD, je l'ai pour un autre signe. Mais Embiid, c'est pas mal. Ils avaient mis qui eux à l'époque? Draymond, il y en a qui m'ont dit Draymond. Draymond, c'est pas mal. En gros, le mec est capable du meilleur comme du pire. C'est pas parce que KD, c'est marrant parce qu'il y a une synergie Gémeaux-Balance. Parce qu'il y a une dualité dans les deux. Gémeaux, ce serait plus capable du meilleur comme du pire, et Balance, c'est plus capable de tout. Dans l'astrologie, tu vois. C'est là où pour moi, KD est plus capable à la fois d'être grandiose, à la fois d'être minable, à la fois. Donc KD est plus Balance. Ah bah alors ça c'est sûr. Voilà, oui, en plus. Alors que le Gémeaux... Je te confirme. Ouais, j'hallucine de parler de ça, c'est rigolo. Le Gémeaux est plus vu comme vraiment ambivalent, autour de la... moins complet, tu vois. Parce que la Balance, par exemple, c'est le seul qui a des armes, il a 12 armes. Peut-être. Un joueur qui pourrait être irrégulier, Towns. Oh non. Ouais, non mais je réfléchis. Trae Young. Le chat, ils disent quoi pour un Gémeaux? Dites quoi pour Arden, c'est pas mal. Arden, c'est pas mal. Mais Kyrie, il y a un truc un peu comme ça. Vas-y, Kyrie. Mais Kyrie, il a une énergie, on dirait en astrologie. Il a un truc un peu de vierge ou de signe beaucoup plus spirituel. La vierge est soi-disant signe plus spirituel. Enfin, dans les chevaliers zodiaques, c'est l'homme le plus proche des dieux. Donc, qui cherche la spiritualité avant tout. Billy Walton, il est bouddhiste et tout. Et alors oui, il y a aussi ça, les signes. Moi, je crois pas trop en l'astrologie. Par contre, j'ai grandi vraiment en regardant en boucle les chevaliers zodiaques. Donc, je sais pas dans quelle mesure, du coup, je suis imprégné par ça. Donc, par exemple, Taureau, c'est quoi? Taureau, c'est Embiid. Parce que c'est la stature, la forme. Même si Embiid se blesse un peu. Là, ils avaient mis Yao Ming. C'est le c'est la droiture, c'est la régularité, la fiabilité, mais aussi une certaine bravoure. Le Taureau, c'est fiabilité, je l'ai déjà dit. C'est aussi une vraie compassion tout de suite, quelque chose de très noble. On me dit Joël, ouais, à fond. Ouais. Yanis Taureau, aussi. il y a un peu du chaque. Ouais, mais même si Giannis, attention, parce qu'il a un truc un peu. Le Taureau est censé contrôler. Ça va, tu vois, même si tu l'énerves un peu. Le Giannis, il est border. Hein. Giannis, il est un peu côté Scorpion, tout ça et tout. Il aime bien. Scorpion, c'est quoi? C'est Edwards? Ouais, ça pique. Scorpion, il aime bien piquer, mais c'est Anthony Edwards, mais de A à Z. Je sais même pas s'il est Scorpion. Ce serait marrant qu'il soit Scorpion, que ça confirme. Scorpion, t'es né en octobre en général, fin octobre, début novembre. Et juillet, je crois. Ouais. Et sinon, c'est un lion. C'est un coup de... Ouais, mais ça marche complètement, c'est un lion. Lion, ouais. C'est bien, ça marche tout le temps. Je t'aurais dit, je peux être astrologue à la fin de cette édition. Putain, des lions, génial. Toi, t'es quoi, Gémeaux, oui. Moi, je suis Gémeaux, double personnalité. C'est pas. Ouais, dans le manga, c'est ça. Non, mais Gémeaux, il y a l'idée que tu peux être à la fois. Poisson, c'est quoi? Poisson, c'est esthète, un peu dans son monde, qui est là pour la beauté, qui est pas très senti, qui s'attache pas trop aux gens, qui sait pas trop, soi-disant, quoi, qui sait pas dans le dessin en tout cas, qui tisse pas trop des liens et qui est un peu dans sa beauté. Et ils en font un. Parce qu'en plus, ils mélangent. Tu sais que normalement, dans la mythologie grecque, chaque signe c'est un dieu. Ça, je sais pas si genre littéralement.
Normalement, Aphrodite, je crois que c'est la balance, mais dans le manga, il surnomme Aphrodite le chevalier du poisson. Il a mixé aussi un peu. Il n'a pas respecté le côté grec du zodiaque. Parce que normalement, les 12 dieux de l'Olympe, c'est les signes. Ah oui. Apollon, chaque dieu de l'Olympe est un. Poséidon, c'est les poissons, en fait. Je suis toujours sur un live de Trash Talk. La fin d'un live. Alex est de. Je crois que c'est un Verseau. Alex, c'est 16 janvier. Verseau, c'est beaucoup de sang-froid, mais peut être parfois justement un peu distant. Très intelligent, très posé, très réfléchi, normalement. Assez juste. Les gens assez. Volcanique. Assez. Hein ? Volcanique, un peu les Verseaux. Non. J'avais vu ça sur les Verseaux. Ouais. Et alors pour l'anecdote, mais là c'est le personnage dans les Chevaliers du Zodiaque s'appelle Camus. Parce qu'en fait, il a bourré de ça de référence. Il adore Albert Camus, le mec. Il a fait n'importe quoi. Hein. Il a tout mélangé. Donc il a appelé Camus comme Albert Camus. Mais dis-toi qu'aussi, chaque chevalier a en gros 3 attaques. Okay. Alors c'est des noms fantasmagoriques. Le lion, ça va être les griffes du lion. Bon, pourquoi pas. Le mec, il a appelé Camus. Son attaque ultime, parce que tu as en gros 2 attaques de base et une attaque qui tue ton adversaire à tous les coups. En général, tu vois, mais elle te met mal aussi. En général, c'est ça. Elle s'appelle l'exécution de l'aurore parce que dans le roman L'étranger d'Albert Camus, le mec est condamné à être exécuté à l'aurore. Et c'est vraiment parce que ce livre l'a marqué qu'il a appelé l'attaque de son chevalier du zodiaque dans le mangaka l'exécution de l'aurore. En français dans le texte, même pour les japonais. Non, c'est. Faut pas me lancer là-dessus, on arrête. Aurora Execution, ouais. Les gens, il y en a au moins un qui est avec moi. Regarde, non mais il y en a plusieurs et tout parce que chevalier du zodiaque. On est ensemble. Ah bah Saint Seiya, c'est moi, mais. Ça c'est ton truc. Voilà. Alors. Là, on arrête sur l'astrologie, tout ça et tout. Non, mais n'empêche, moi j'ai demandé au chat, il y en a qui ont bien répondu. Mais tu sais que, par contre, on a vraiment grandi avec ces trucs. En tout début, je disais Domenech, mais tu sais que ce zouave de Domenech, mais il n'y a pas que lui. Hein. Il y a des gens qui prennent des décisions, même dans le sport, j'ai entendu. Alors, j'ai eu la chance de plus parler avec des gens dans le foot et de parfois en rigolant. Là, je parle pas des astreints, les gars, mais la superstition la psyché des sportifs de haut niveau. Et mec, Jordan, il a joué avec son sous-shirt universitaire. Mais oui, pendant. Je sais plus combien de matchs. Mais ça, après, ça. Donc tu vois, là, on rigole. Moi, j'ai des trucs comme ça aussi. Ouais. Moi, j'ai des trucs comme ça de préparation. Et on n'est pas si loin des gens qui prennent l'horoscope au premier degré pour moi. Bah si, parce que ça veut dire que tu te donnes le pouvoir. En gros, ça veut dire que. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Tu mets pas ton short, tu crois vraiment que tu vas perdre et que le. Non, truc, ça, c'est les gens qui poussent le truc à l'extrême. Moi, c'est pas ça forcément. C'est juste si tu as agi d'une façon et que tu as répété une même routine et que cette routine t'apporte ton bien-être et force des actions positives et des énergies positives, je pense que tu as plus de chances de les attirer si tu répètes ces actions-là. Ouais, moi, mais tu vois, t'es dans des notions d'énergie, de trucs. Ouais. T'es pas loin de trucs que vont convoquer. Mais moi, je suis très karma, mais je suis pas forcément. Ouais, mais je crois pas que c'est parce que t'es né le 14 octobre plutôt que le 17 que du coup il va se passer ça aujourd'hui. Non, mais que tu respectes les énergies que tu penses t'entourer, que en gros, tu forces pas les choses. Tu essaies de pas être contre nature, par exemple, de répéter les mêmes habitudes. C'est des choses qui dans le sport de haut niveau sont très 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 importantes pour les athlètes. Ouais. Je pense honnêtement, s'ils étaient honnêtes, je pense qu'on serait hallucinés si on demandait honnêtement aux joueurs. Est-ce que vous avez déjà fait appel à une voyante, à un truc comme ça ? Je pense qu'on serait halluciné par le nombre de personnes. Même si c'est qu'une fois. Hein. Mais je pense qu'on serait halluciné. Non, mais bien sûr. Vraiment. Moi, je crois plus à ce qui peut se passer avec les mouvements qu'il y a autour de nous. Ouais. Que ce soit, j'ai aucun problème à entendre et comprendre que quand il y a des situations dans lesquelles nous, humains, mammifères, on dort mal ou les températures, trucs d'énergie se passent mal, c'est parce qu'il se passe des choses qui dépassent des 4 murs de cette pièce. Faudrait qu'on ait la prochaine édition, c'est Kyrie et Wemby. Tu sais que Wemby, il est branché bien sûr, astrologie, pas astronomie, pardre. Et astronomie, pas astrologie, je veux pas. Mais astrologie à mort. Alors d'ailleurs, moi j'aimerais inviter une fois, il faudra qu'on le fasse. D'ailleurs, en plus on se DM un peu ma foi avec ce cher Thomas Pesquet, gros fan de basket. Et, et je pense qu'il y a 2-3 trucs en termes de théorie, science versus pensée et tout. Moi j'adore. Quand il veut, hein, on peut. Tom, on se DM. Je crois que c'est Cam Johnson qui a passé l'équivalent de certains diplômes de très haut niveau d'astrophysicien, je crois. Et Cam Johnson est considéré assez pas loin du génie. Allez voir. C'est Cam Johnson, oui. Allez voir, je peux te le confirmer. Cam Johnson a fait certains segments avec Neil deGrasse, qui est quand même le vulgarisateur astrologie, astronomie le plus fort. Et je ne peux que vous conseiller, si vous avez du temps un peu devant vous, et c'est disponible sur les internets, de regarder l'extraordinaire série Cosmos, racontée par Neil deGrasse, où il revient justement sur tout ça. Donc, je te confirme. C'est quoi, me le mets pour me Cosmos, Neil deGrasse, Neil, 2 plus 1 grâce. Extraordinaire. Une série super qui te raconte
d'où on vient. Incroyable. Putain, mais qu'est-ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a, très bonne série à voir. Enfin, il y a des gens qui l'ont déjà vu. Ouais, il y a pas mal de trucs. Il y a une chaîne française aussi de vulgarisation qui est un peu connue, mais avec un jeu de mots. qu'il y en a plein. Ouais, mais il y en a une qui est un peu au-dessus du lot, enfin soi-disant. Moi, voilà, chaîne Nibulaire pour les fans de Chevalier Zodiac. Ceux qui auront la ref, il y a un des héros, il a une chaîne. Et elle s'appelle la chaîne Nébulaire. Et le mec, il a appelé sa chaîne YouTube chaîne Nébulaire. Mais gros taf d'analyse des Chevaliers Zodiac. Et gros taf de Simon. Que j'ai envie qu'on applaudisse s'il vous plaît quand même, parce que quelle masterclass. On a parlé de playoff, on a parlé de monsieur Bill Walton, Andromède, on me dit c'est Athéna, le chevet d'Andromède. Athéna exclamation. Ah mais moi je suis trop chaud. Un petit peu. Allez-y, mais Simon, encore une fois, on est passé partout, on a découvert plein de choses que si vous êtes capable de soutenir un groupe de rock, vous pouvez peut-être offrir des t-shirts à une équipe nationale qui va finir médaillée de bronze aux Jeux Olympiques. On a découvert les débuts de la Silicon Valley, on est passé par les Chevaliers du Zodiac, on a vu un compte Twitter. Et Zodiac GM, franchement, je vous le remets juste la dernière fois. Zodiac GM, c'est incroyable. Je sais plus, pardon, excusez-moi, je vous remets juste cette action de Bill Walton qui a failli contrer une fois. Ça, je l'ai pas montré. Oui, qui a voulu contrer un shoot une fois en balançant sa godasse. Voilà. Si vous l'aviez pas vu, celle-là, c'était un peu cadeau. Et je vous remets le Zodiac GM qui doit être juste là. Ça, c'est beau, putain, franchement. Foncez, Zodiac GM. Elle est pas mal la couve, sa bannière. Ah bah ouais, c'est du beau boulot. Mon cher Simon, incroyable. Je me demandais juste pour finir, tu penses qu'il y a des joueurs qui y croient? T'imagines le truc genre je te l'avais dit, tu sais, à son agent, t'es ma Zodiac GM, fallait pas m'envoyer au Clippers. Moi, je suis taureau, je sais pas s'il y en a qui sont comme ça, parce qu'en plus je sais pas à quel point c'est nous on a une vision européenne aussi, je sais pas à quel point c'est implanté, nous on l'a dans tous les journaux et tout, je sais pas à quel point les gens sont ouf là-bas aux US, les trucs de Zodiac machin truc, je sais pas, c'est un truc bien parfois aussi très européen, français, allemand mais et tout. Après je sais pas, je m'en rends pas bien compte, mais c'est vrai qu'en plus nous c'est entre guillemets l'héritage un peu gréco-romain. Ouais. Parce que c'est. Mais je crois que de ce que j'ai vu au niveau croyance, superstition, mystique et tout, je pense là les êtres humains quels qu'ils soient et tout cherchent des réponses un peu là où ils peuvent en trouver. Donc à mon avis, je pense qu'il y en aura pas mal. Ouais. Mais tu sais quoi, tu me donnes parce que on va checker. Moi, je vais peut-être leur envoyer un ou deux messages en fait. Je vois Oupstrologie. T'as vu le petit lien là vers Oupstrologie et Jesus machin. Je vais peut-être perdre un peu de temps, mais j'avais pas cliqué. D'une demi-heure chaque semaine sur les. J'ai pas fait mon travail jusqu'au bout. Ouais. Attends, Oupstrologie, c'est un podcast toutes les semaines d'une demi-heure qui démontre les intersections entre le basket et l'astrologie. Je t'avoue que j'avais pas cliqué, j'avais vu, mais j'avais. Incroyable, je veux écouter ça. Bah, je sais ce que je vais faire un peu plus tard. Et je suis pas à l'abri de te dire, Bastien, dans 2 jours, j'ai parlé avec le mec d'Oupstrologie. Alors en fait, je te vois tellement faire ça. Je sais pas, je vais voir. Bah, je pense qu'il répond en DM, on va voir. J'avais pas vu qu'il y avait un podcast, c'est dommage, j'aurais dû. Et lui, non, oui, c'est un troll, mais bizarre, c'est Scooby. Regarde, il y a Scooby avec lui. Non, extraordinaire. Attends, avant le tip-up des finales de conf, Jésus, Severdo et Zodiac GM Moi, je vais écouter, reviennent sur les matchs 7. Je vais écouter sur les matchs 7 ce qu'ils ont pensé de tout ça. Oupstrologie. Les internets, moi j'adore les internets. Mon cher Simon. Mon cher Bastien. Merci mon cher encore, Bill. Incroyable. Billou, Walton, j'espère que tu as été fier de cette émission. C'était un peu un hommage à toi et tout. T'es le meilleur, t'es trop fort, tu nous manques déjà. N'hésitez pas à aller vous renseigner évidemment et tout lire, regarder et écouter sur la légende Bill Walton. À suivre, mon cher Simon évidemment sur Twitter. Si ce n'est toujours pas fait, parfois vous avez des takes extraordinaires et parfois vous avez du troll. Ouais. Et ça fait plaisir. Toujours, évidemment, de la part de mon cher Simon. On vous fait des bisous. La suite, c'est quoi ? Eh bien, ce soir, Game 6 entre les Wolves et les Mavs. Très hâte de vivre ça. Simon a annoncé 7 matchs. Et Oupstrologie. 9. Ils ont dit ça va en 9. Là, en vrai, vous savez pas. Là, on va appuyer sur End et moi, je le lance. Hein. C'est chaud, tu restes. Franchement, j'ai pas écouté. On se prend un café et on va regarder ça. Évidemment, on fait des bisous. Demain, si vous êtes sur la chaîne YouTube Trash Talk, il y aura le replay évidemment de cette extraordinaire édition. Et il y aura une petite surprise si vous restez sage. On vous fait des gros bisous. Attention. Merci beaucoup. Je crois qu'il va y avoir un rideau qui va descendre. T'es prêt ? Ouais. Mesdames et messieurs, bonne soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir été là. Merci pour les subs. Merci à Léon Skoda pour la prod. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Faudra mettre un peu de huile. Au revoir.